Le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. Georges et Clem, PTEF, ça a l'air de vous faire... Ça nous fait kiffer. Ça vous fait kiffer. Vous avez déjà entendu parler ou pas c'est un truc sur lequel le Shift Project bosse, le Shift Project, le think tank de Jean-Marc Jancovici. Première fois que vous Non, entendez ça? j'ai jamais entendu parler. Ok. Du coup, ouais, le PTEF, c'est un plan sur lequel le Shift Project bosse. Et du coup, l'idée du truc, c'est d'adresser 15 secteurs de l'économie française. Donc, il va y avoir énergie, transport, santé, etc. etc. Et tenter de montrer à quoi ressembleraient ces 15 secteurs si jamais la France se mettait en branle afin de respecter les accords de Paris, qui sont en gros 5% par an de moins d'émissions. Tout ça pour rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique d'ici 2100. Donc ça, c'est le PTEF. C'est un travail de 2 ans, il me semble. Et l'idée, c'était de sortir un peu avant l'élection présidentielle pour pouvoir dire lui, c'est en accord avec notre PTEF, lui, c'est pas en accord, lui, on l'aime bien, lui, on l'aime pas. Voilà, c'était un peu l'idée sous-jacente. Et c'est pas, pardon, c'est pas l'idée de aussi donner des billes aux politiques, à certains candidats, ou pour leur donner des idées? Ouais, je pense carrément. Après, je sais pas s'ils écoutent, mais on en reparlera tout à l'heure. Il y aura un petit sujet, en effet. Mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Je sais pas, tu voulais dire un truc, Georges? Non, mais moi je trouve ça intéressant d'avoir une déclinaison sectorielle ou une déclinaison genre plus en profondeur de nos engagements climatiques, tu vois. Ouais. Parce que je trouve que de un, déjà, effectivement, ça permet de guider les politiques publiques, et deux, ça permet aussi ça appuie le fait que l'écologie, c'est pas simplement un pan de la politique publique ou un pan du gouvernement, et en fait, ça doit guider l'ensemble de ce qu'on fait. Ouais. Et tu vois, genre ça décloisonne l'écologie, et ça dit justement l'écologie et l'urgence climatique, c'est le principal truc auquel on fait face, et il a un effet sur l'ensemble des secteurs et l'ensemble de la société. Et du coup, c'est plus, on part de l'écologie et on décline, plutôt qu'on part d'un programme quelconque dont une partie c'est l'écologie. Oui, justement, j'avais entendu Jean-Marc Jancovici dire un truc qui c'est exactement ce que tu dis. On lui avait demandé, mais vous feriez quoi si vous étiez ministre de l'écologie? Et il dit, rien, en fait, faut me demander qu'est-ce que je ferais si j'étais président, en fait, parce que vu que c'est tellement, ça englobe tout, en fait, c'est pas, si t'es ministre de l'écologie, tu vas rien faire, quoi. Donc ouais, ça rejoint ce que tu dis, ouais. Ouais, ça appuie vachement le fait que de un, l'effort à faire et la révolution à mener, elle est majeure, et que deux, le risque, il est énorme, et c'est un risque pour la survie de l'humanité, et qui est critique, et qui est à très court terme, en fait. Et du coup, ça doit guider l'ensemble de nos actions, et c'est pas simplement une sous-partie de l'alinéa 3B du programme. Tu vois. Yes, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Alors ça, typiquement, Le Pen et Zemmour, tu vois, c'est clairement une sous-partie de l'alinéa 3B, tu vois. On va en parler. Je pense qu'on va s'autoriser à un moment, là, surtout sur le chapitre sur l'énergie, à se dire, mais en fait, on vote pour qui, en fait. Ça va être assez intéressant. Ouais. Et tu vois, genre, Le Pen genre Zemmour, par exemple, il a exactement la même approche que Janco, sauf que Janco, c'est l'écologie qui doit guider tout le reste. Zemmour, c'est l'immigration qui guide tout le reste. Tu vois. Du coup, après, je laisse les gens choisir, tu vois, s'ils considèrent que les Arabes, c'est plus grave que le réchauffement climatique, tu vois. Ouais, mais... genre, ils peuvent, tu vois. Non, mais je te propose, on en reparle quand on a fait l'énergie, mais je pense qu'il y aura des choses intéressantes à dire là-dessus. Ouais. Pour le coup, je pense qu'il y aura de quoi parler. Donc juste pour bien comprendre, en fait, le livre, c'est une sorte de résumé, en fait, parce que si vous allez sur le site du Shift Project, en fait, il va y avoir un rapport pour chacun des 15 secteurs, et chaque rapport fait 150 pages. Donc, c'est pas du tout le cas dans le livre. Le livre, c'est histoire de résumer. Et donc c'est assez court, hein, tu peux l'offrir à tes potes pour faire lis le truc, et normalement c'est pas trop relou à lire, ça se lit assez bien, quoi. C'est comme Thomas Piketty, quoi. Vous avez le droit de rigoler à ma blague. Voilà. Du coup, le truc, c'est qu'on n'a pas lu Thomas Piketty, donc on sait mais pas. Non, mais tu sais très bien que tu fais des trucs de 1000 pages à chaque fois, et genre, si t'offres ça à quelqu'un, t'es un connard. C'est vrai. Si ça se trouve, c'est en police 72 et il y a des images. Oui, Thomas Piketty. Ouais, bon, bref. Du coup, vous remarquez aussi, il n'y a pas de livre qui est posé sur la table comme d'habitude. Tout simplement parce que le livre en question, là, le PTEF, il est en rupture de stock. Et donc, j'ai dû me contenter de la version Kindle.
Et ouais, et donc Par contre, si je puis me permettre, il devrait un peu s'améliorer en marketing parce que PTEF, franchement. Ouais, j'ai pensé exactement tu la vois, même genre, ah chose. ouais, c'est passé Sechem. Ouais, Ah ouais, bah, je faut sais qu'il- pas. je sais pas, CHM, il- ça fait truc des années 90. Je sais pas. Oui, genre qui paye une influenceuse et qu'elle monte ses ins, tu vois, enfin, D'accord, on va leur dire qui ça. fasse Je quelque ne chose, tu cautionne vois. pas. Et ouais, voilà, enfin bref, du coup, j'ai saoulé tous les libraires. Et tous les libraires m'ont répondu oui, vous êtes le 40e connard à me demander ce bouquin. Et non, en fait, j'en ai reçu que 2, donc voilà. Donc Non, c'est c'est cool, c'est bon signe. non, mais oui, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou, je sais pas, C'est une stratégie. c'est une stratégie, ouais. de Une stratégie de la stratégie. rareté. Bon, bref, on s'en fout. Du coup, PTEF, ils disent dizaines de collaborateurs, centaines de contributeurs, milliers de relecteurs. En fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait des présentations intermédiaires en fait à chaque fois qu'ils sortaient un sujet. Et du coup, bah, les gens pouvaient leur dire ah ouais, ça, je pense que c'est pas ouf. Ça, je pense qu'il y a des choses à redire. Enfin, les gens pouvaient. Ils sont pas mis devant le fait accompli une fois que le truc sort, donc ça c'était pas mal. Et évidemment, vu que c'est un livre du Shift Project, on a un avant-propos et une conclusion de Jean-Marc Jancovici. Et donc, on est content, vu qu'on l'aime bien. Voilà. Notre idole à tous. C'est ça. Et parce que du coup, le reste du bouquin, c'est le Shift Project. C'est le donc Shift c'est Project, plusieurs le reste, ouais. auteurs et Tout comme à tu dis, fait. des itérations avec d'autres. Tout à fait. Bah, c'est un Ouais, résumé c'est- du rapport. Et comme D'accord. on vient de le voir, le rapport, c'est plein de monde. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Bah, c'est parti. Yes. Ouais. Non, mais ça aussi, c'est cool. Moi, j'aime bien l'aspect collaboratif et Ouais, l'aspect carrément, ouais. et l'aspect genre construction publique, itération, etc. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça bien que genre ce soit pas la pensée d'un chaman qu'il a balancé sur 200 pages comme comme les livres de la plupart des hommes politiques, tu vois. Genre là, c'est une problématique complexe qui réclame des expertises spécifiques sur plein de domaines divers et variés. Et donc, c'est normal de faire appel à un effort collaboratif avec des experts de chaque sujet. Ouais. Enfin, tu vois, genre, je trouve que ça réhabilite un peu l'expertise, la science. Et c'est pas genre, il y a un mec qui sait et raconte-nous des trucs et enflamme-toi sur de la sombre rhétorique, tu vois. Genre, Non, je suis d'accord, ça légitime pas mal le truc, ouais. Je suis d'accord. Donc, bon, je pense qu'on va pas faire les trucs en détail, mais en gros, le livre, il commence un peu avec, vu que c'est la préface de Jean-Marc Jancovici, bon, bah, il va rappeler en fait sa logique qui est un peu bien connue. Donc, je vais pas aller dans les détails, mais enfin, je vous recommande soit d'écouter ses confs, soit regarder. On a fait un épisode sur son livre précédent, Vivez tranquille jusqu'en 2100. Dormez tranquille. Dormez tranquille jusqu'en 2100. Voilà, et donc en gros, son raisonnement, voilà, en 30 secondes, il dit l'origine de notre pouvoir d'achat, de toutes les choses qu'on a à notre service, des retraites, des hôpitaux, des écoles, tout ça, la voiture pour tout le monde, c'est l'origine de tout ça, c'est qu'on a su libérer une énergie qui a été formée 1 million de fois plus lentement que le rythme auquel on est en train de l'extraire, et l'utiliser, et cette énergie, elle est stockée dans les combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz. Donc, il faut savoir que c'est 80% de l'énergie consommée dans le monde. Hein. Et donc, voilà, du coup, si on n'arrive pas du tout, même pas un peu à s'en débarrasser, c'est que, en fait, concrètement, il y a moyen qu'en fait, on sache pas trop comment faire, en fait. Et ce monsieur, Jean-Marc... Attends, j'ai pas compris ce que tu as dit. Qu'est-ce que t'as pas compris ? Si on n'arrive pas à s'en débarrasser. Si on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est qu'il y a une raison, en fait. Hein. C'est que tout tourne... Des hydrocarbures, ouais. Ouais, C'est que tout tourne, tout notre pouvoir, tout ce qu'on a aujourd'hui, réussi à accomplir, tourne globalement au premier ordre autour du fait qu'on a des hydrocarbures, quoi. Et donc ce monsieur, il est assez connu et apprécié parce que du coup, il a un raisonnement de physicien et pas forcément d'économiste. Et du coup, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur ces sujets-là. Parce que du coup, dans ce genre de bouquin, on parle plutôt de watts, de personnes, de compétences et pas vraiment d'argent. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'on aime bien ça. Enfin, du coup. Oui. En fait, ce qu'on aime bien, enfin moi en tout cas, ce que j'aime bien, c'est le côté, tu sais, la physique, c'est une science beaucoup plus dure que l'économie, qui est une science molle. Et on a vu que par exemple, oui, c'est un peu des chamans, c'est un peu des astrologues des fois. C'est ça, tu vois, genre on a vu que la théorie économique des 50 dernières années, elle est complètement caduque et que ce qu'on appelait les économistes hétérodoxes aujourd'hui, genre ils sont pertinents. Enfin bref, tout ça pour dire que l'économie c'est une science beaucoup plus molle, alors que la physique c'est plus rassurant parce que il y a quand même des faits établis et du coup tu démontres par A plus B un truc, quoi. Tu vois. Ouais, donc, typiquement le fait que dans un système fermé, quand il y a un rythme de renouvellement des ressources qui est de temps, si tu consommes tes ressources plus que le rythme de renouvellement, au bout d'un moment t'es ken. Et ça c'est un fait inéluctable et il n'y a pas de débat à avoir. Et du coup
Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet de progresser un peu dans la réflexion. Alors que l'économie, c'est beaucoup plus abstrait et beaucoup moins certain. Tu vois, c'est plus un peu, je balance mon truc. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, pourquoi il nous faut un plan, pourquoi il nous faut un PTEF, vu que vous aimez bien le mot. En gros, il explique parce qu'il y a deux murs qu'on va se manger. Il y a le mur du réchauffement climatique et ensuite, il y a le mur du fait que des hydrocarbures, on n'en a pas à l'infini. Donc, deux bonnes raisons de s'atteler au truc, même si dans le livre précédent, on a quand même vu que si on poutrait pétrole, charbon et essence, il y avait de quoi faire normalement. Et que c'est plutôt le mur du changement climatique qui va nous faire mal. Donc il y a 3 mots d'ordre au cours du rapport, c'est on réduit les hydrocarbures, forcément. Eux, ils vont y aller mollo sur les renouvelables pour éviter une consommation aberrante de matériaux. Donc CF, le livre de Guillaume Pitron, là, qu'on a fait aussi sur la guerre des métaux rares. Et 3e point, on va y aller mollo sur les biocarburants. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les biocarburants. Oui, en gros, tu remplaces les hydrocarbures par des végétaux, quoi. Ouais, en gros, c'est le enfin, si je fais très macro, en gros, c'est la photosynthèse, quoi. C'est-à-dire que c'est le carbone est mis dans une énergie plus haute par le principe de la photosynthèse. Et donc, c'est quelque chose que tu pourras utiliser comme, en gros, je prends des gros guillemets, comme le pétrole. Et du coup, c'est les biocarburants, c'est fait à partir de la biomasse, donc matière première d'origine végétale, animale, déchets, voilà. Ok. Voilà. Et mais le problème de ça, c'est que ça consomme des terres fertiles et que les terres fertiles, c'est une ressource rare. Exactement. En fait, c'est proportionnel à la surface que tu vas y allouer, et donc c'est pas forcément miraculeux. Et on va voir dans le rapport qu'en gros, on a envie de les utiliser vraiment dans les endroits où on est obligé d'utiliser ce genre de choses. Vu qu'on n'aura plus du tout d'hydrocarbures, il faudra se réserver les biocarburants pour vraiment là où on est obligé, quoi. Voilà. Donc c'est parti. On peut regarder le premier secteur, qui est le secteur de l'énergie. Donc comme on vient de le dire, on a envie de remplacer gaz, pétrole, bon, pas charbon en France, hein, on a envie de remplacer gaz et pétrole. Et donc on se demande par quoi on peut le remplacer facilement. Donc c'est ce qu'on vient de dire, mais on peut se poser la question, est-ce que la biomasse, ça peut le remplacer facilement ? Du coup, on a une quantité finie de surface de terre. La surface de terre, on en a besoin pour produire des objets utiles, se nourrir, préserver une certaine biodiversité. Biodiversité, pas parce qu'on aime les fleurs, mais parce que ça rend des services dont on ne sait pas se passer, je le rappelle. Et donc, dans le rapport, ils disent non, la biomasse ne remplacera pas tout le gaz et tout le pétrole. En fait, les ordres de grandeur ne sont pas du tout bons. Donc, première remarque. Deuxième remarque, c'est le power to gaz ou le power to liquide. Je ne sais pas si ça vous parle plus. Non, pas Clem. Non. En fait, c'est tout con, c'est utiliser, ici en l'occurrence de l'électricité, pour fabriquer ton pétrole ou ton gaz, d'accord ? Okay. Donc c'est tout simplement, j'utilise mon électricité pour, encore une fois, remettre le carbone dans une énergie plus haute, et du coup, je fabrique mon combustible. Et du coup, vu que ça a un processus qui a un rendement de 50%, dans le rapport, ils expliquent qu'il faudrait faire x5 au niveau de la production d'électricité française. Alors pourquoi x5 ? Parce qu'ils ont fait le calcul avec un rapport de 50%. Si tu veux remplacer toute l'énergie qu'on utilise aujourd'hui par les hydrocarbures, il faut faire x5. Ouais. Et en plus, c'est à consommation égale, quoi. Voilà, c'est ça. Sachant que la consommation augmente, bref. Voilà, donc c'est juste, c'est juste l'ordre de grandeur n'est pas bon, encore une fois. Du coup, moi, je me suis posé la question, un peu naïvement, mais je sais que je m'étais déjà dit ça, du coup, pourquoi on ne fait pas tout plein de réacteurs nucléaires partout ? Oui. Et tu fais du power to fuel à fond, en fait. Ouais. Je me suis dit, let's go, quoi, tu vois. Et en fait, il semblerait qu'ils y répondent dans le livre. C'est-à-dire qu'ils disent un truc intéressant, mais qui, moi, me choque. C'est-à-dire, ils expliquent, si on se sort vraiment les doigts, ils disent qu'on pourrait faire au maximum un EPR, un réacteur nucléaire EPR, tous les ans, à partir de 2035, au mieux. Hein ? Et il faut se décider maintenant. Et c'est donc, qu'en gros, en fait, toute la filière industrielle est pas suffisamment véloce dans la production du bail, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. C'est pas la fête du slip. Tu peux pas faire 50 EPR en disant let's go. Et je sais pas, ils ont fait leur petit calcul. Et si demain tu te dis vas-y, on y va à fond, c'est un EPR par an à partir de 2035 d'après eux.
Et donc, ça m'a un peu fait redescendre sur Terre. Mais, du coup, de parler concrètement. Non, mais d'accord, mais du coup, ça décale le truc. Mais un EPR par an à partir de 2035, tu peux arriver à ton x5. Tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, ça va remplacer. C'est ce qu'on. En fait, ils ont mis un petit schéma dans le rapport où en gros tu vois oui, parce que en gros, nos réacteurs ils sont en fin de vie, donc il faut déjà en faire 40 pour machin, et du coup tu dois faire 40 x 5, du coup on arrive en 2200. Vraiment pas la fête du slip, ouais. Okay. Donc ça, c'est assez chaud. Et eux, dans leur mix énergétique, d'ailleurs, ils proposent, en plus de sortir les doigts sur les EPR, ils disent de compléter avec des énergies renouvelables, donc éolien et photovoltaïque essentiellement. Et le remaniement du réseau électrique qui va avec, parce qu'il faut faut brancher chaque éolienne et tout, et c'est assez chiant. Et c'est intermittent en plus. Voilà. Donc voilà. Donc, si on regarde l'évolution du mix énergétique 2020 comparé au mix énergétique 2050, selon eux, ça donne quoi ? Le nucléaire, il est au maximum, du coup, puisqu'on s'est sorti les doigts. Mais il est limite en train de baisser par rapport à 2020, quand tu regardes leur graphique. C'est-à-dire que je pense qu'entre les nouvelles centrales et les centrales qui ferment, t'as juste moins de nucléaire, en fait, tout simplement. Ça veut dire, ça, quand tu dis ça a baissé en termes de ce que ça produit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est assez fou. Oui, et en gros, ça, c'est lié au fait qu'on n'a pas relancé la production de nouveaux réacteurs suffisamment tôt. Et donc, on n'a pas anticipé la mise à l'arrêt des réacteurs actuels, et que du coup, tu as une forme de délai, et c'est ça qui fait ce... Ouais, et je n'ai pas... qu'ils expliquent pas en détail, en tout cas dans le livre. Oui. Mais... Donc, en gros, le truc, c'est que globalement, on a été nuls et on n'a pas... nos hommes politiques, ils ont fait le choix de repousser cette échéance, de repousser la truc, et ils ont... Enfin, c'est des bolos, quoi. C'est ça. Et oui, mais pour des raisons électorales, quoi. Ils voulaient pas être celui qui dit je fais une nouvelle centrale, non ? Oui, c'est toujours comme ça, oui. Non, mais bon, du coup, la nouvelle information pour moi, c'est que, moi, je m'étais dit, si un jour c'est la merde, juste on fait 10 EPR et c'est bon, quoi. Oui. En fait, non. Et en fait, on peut pas. Voilà. Ça prend 15 ans. Je m'étais dit, vas-y, on tente les énergies renouvelables et si c'est la merde, on fait les EPR, tu vois. Je m'étais dit, j'avais un truc comme ça dans ma tête. Bon, ça a pas l'air d'être. C'est vrai que c'est pas idiot, sachant le temps qu'on a pris et les retards qu'on a eu sur le premier EPR, tu vois. Ouais. On va pas faire x50 en vitesse, tu vois. Non, il y a des limites, ouais. Donc en effet, voilà, donc dans le scénario 2050, le nucléaire est au maximum. Bon, après ils disent l'hydro, mais ça c'est les barrages, ça va baisser un peu, mais c'est les prédictions. En gros, on s'en fout, c'est nominal, quoi, ça va rester pareil. Énergie renouvelable, en gros, eux, ils partent sur un renouvellement du parc actuel, donc ça va pas bouger tant que ça. Toujours pour des histoires de matériaux et de problématiques de stockage. Dans le graphique, il faut savoir qu'ils ont mis une grosse partie qui s'appelle reste à arbitrer, où en gros ils disent ça sera nucléaire ou énergie renouvelable, c'est arbitré. Et donc il y a deux petites notes. Énergie renouvelable, c'est en essayant de pas abuser sur les matériaux. Et nucléaire, c'est on l'a mis là, mais concrètement on sait pas comment. Ce qu'on vient de dire, on sait pas en faire plus. Donc si quelqu'un a une bonne idée, let's go. Mais en gros ils ont, là c'est déjà au taquet, quoi. Et du coup, pour tout le reste de l'énergie, là où on aura besoin de carburant liquide, gazeux et solide, donc les secteurs où on est forcé d'utiliser ça, donc on va en parler, c'est l'industrie lourde notamment, des groupes électrogènes de secours pour hôpitaux et centrales électriques, en fait on utilisera des biocarburants. Voilà. Et même ils s'autorisent à utiliser des carburants fossiles quand on est vraiment vraiment obligé, donc ils disent c'est caca, c'est marqué comme ça dans le livre, mais lorsque la biomasse suffira pas, juste t'es obligé, quoi. Voilà. Donc voici le tableau. Donc ça juste, j'ai pas très bien compris. C'est ce qu'ils imaginent, c'est ce qu'ils considèrent qui va se passer en 2050. C'est leur projection selon ce qu'on sait maintenant et tout. Voilà. C'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, plutôt. C'est ça ma question. Est-ce que c'est un constat ou c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse. C'est leur plan pour être conforme des accords de Paris. C'est pas clair pour moi. Ok. Non, ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils proposent. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que quand même, en fait, sur tous les points, j'ai dit ça reste pareil. En fait, le seul truc qui se passe, c'est que oui, en effet, sur tous les points, ça reste pareil. C'est juste que, au final, on divise notre consommation d'énergie par 2 en 2050. Et en gros, c'est le pétrole et le gaz qui vont dégager du tableau. Si je la fais à la grosse. D'accord ? Mais moi, ça me paraît... Bon, sur le nucléaire, j'ai compris pourquoi ça reste pareil, parce qu'on va remplacer tout un parc
et qu'on n'est pas capable de produire plus rapidement, on l'a vu avec les 3 premiers EPR. Mhm. Mais par contre, pour le renouvelable, je me rappelle de ce qu'on a fait sur Guillaume Pitron, etc. Mais ça me paraissait pas évident de juste... Enfin, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on en fait quasi plus, quoi. Ouais, il reste quand même la grosse partie. Genre on peut pas fabriquer des milliers d'éoliennes et des milliers de panneaux solaires, quoi. Alors voilà, il reste la grosse partie à 27% où c'est reste à arbitrer, où en effet, si on arbitre, on pourrait faire plus d'ENR. Mais en effet, du coup, il y a quand même des problématiques un peu terre à terre qui sont la problématique de disponibilité des matériaux, de réadaptation du réseau électrique vis-à-vis de ces trucs-là, de comment est-ce que tu vas stocker ces trucs-là. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Mais... Non, je dis, je dis pas que c'est évident, enfin même j'ai pas les connaissances, mais mon point c'est ce qu'il dit, c'est quand même assez clivant. Il est en train de dire qu'en fait le seul moyen d'atteindre nos objectifs d'émissions du point de vue énergétique, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation. Alors voilà, et juste pour répondre à ton truc, quand tu dis que c'est clivant, en fait ce qu'il faut savoir, c'est il y a un truc qui m'a beaucoup mindfuck, c'est qu'il y a une association qui s'appelle Negawatt, donc avec un N, Oui. qui est, alors j'espère que je dis pas de conneries, c'est là-dessus que se base le programme de la France Insoumise, donc de Jean-Luc Mélenchon pour tout ce qui est écologie. Et donc, c'est comme le PTEF, le Negawatt, en fait, ils ont fait un scénario, c'est exactement la même idée que le PTEF, ils ont décrit à quoi ressemblerait la France si on voulait respecter les accords de Paris. Et en fait, c'est bluffant à quel point c'est pareil partout. C'est vraiment, enfin, je veux pas, enfin, vraiment, mon propos, c'est pas du tout de caricaturer ce qu'a fait le PTEF, mais c'est plus de dire que, en gros, les gens arrivent aux mêmes conclusions. Et ça, c'est intéressant, tu vois. En gros, dans tous les secteurs, c'est plus ou moins les mêmes choses qui se disent. C'est juste que dans le scénario Negawatt, en gros, on est vraiment sur un nucléaire qui descend, donc on ne fait aucune centrale supplémentaire, et ils font des renouvelables à balles. Et tu vois, moi, je suis devant 2 associations, deux think tanks qui racontent 2 trucs complètement opposés. Et en fait, je ne sais pas quoi faire de cette information. Donc, donc j'avoue, s'il y a des gens un peu plus sachants qui regardent cet épisode, dans les commentaires, si vous savez en fait c'est quoi, pourquoi d'où vient une différence entre Negawatt et Shift Project, franchement, on prend. Parce que c'est vrai que c'était... Enfin, je sais pas, c'est un peu mindfuck, quoi. Ouais, c'est mindfuck, là, cette différence entre les deux. Et surtout, de dire que, en fait, si on fait abstraction de tout le raisonnement derrière et de tous les calculs, ce qu'il dit, c'est que notre seul moyen d'atteindre le truc, c'est sobriété énergétique et réduction et amélioration amélioration des rendements, quoi. Et c'est tout, en fait. Enfin, c'est ça qui... Et ça, pour moi, c'est nouveau, quoi. Dans mon esprit, on pouvait augmenter le nucléaire, on pouvait augmenter les renouvelables, il y avait de la marge de manœuvre. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a R comme marge de manœuvre, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Presque un peu décevant, quoi. Ouais, c'est ça. J'espérais qu'il allait donner un truc magique quand tu m'as parlé du PTEF. Imagine, on combine Negawatt et Shift Project et on fait plein de nucléaire et plein de renouvelables. Et là, c'est. Là, c'est Byzance. Et là, c'est Byzance. Mais on a pas les sous, non? Je vais faire un rapport, je vais le sortir. Non, mais juste pour revenir sur les histoires d'élections, c'est vrai qu'en fait. Bon, c'est peut-être une fausse question, mais c'est vrai que ça pose un peu la question de pour qui tu votes, parce que d'un côté, là, si je parle des candidats principaux, si j'ai bien compris, les Zemmour, Pécresse, Le Pen, en gros, ils sont pour blinder le truc de PR. Hein, ils sont pour y aller, quoi. Par contre, si j'ai bien compris, c'est pas du tout des écolos dans l'âme, donc en gros, ça sera en plus de tous les hydrocarbures et de tout le reste, quoi. Donc c'est ni PTEF ni Negawatt, quoi. Voilà. Donc eux, c'est vraiment, on va répartir, on va augmenter le pouvoir d'achat dans les 5 prochaines années, et puis après il se passera ce qui se passera. Donc c'est pas très réjouissant. Et de l'autre côté, on a Mélenchon qui, moi, me paraît quand même le plus lettré en termes d'écologie. Enfin, quand il parle d'écologie, on dirait quand même qu'il comprend, il comprend de quoi il parle. Et lui, il est plus sur un scénario Negawatt, où tu te dis, je sais pas, il y a moyen qu'on soit un peu dans la merde, quoi, si on fait ça. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve... oui, en fait, à se poser des questions, quoi.
Ouais, en gros, c'est que si tu adhères et tu fais confiance à ce rapport-là et à la pensée de Janko, t'as globalement personne pour qui voter, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, moi, je m'étais dit... Sachant que mais par contre, le moins pire, selon toi, c'est que ça reste Mélenchon. Moi, ça reste Mélenchon, parce que juste, il est lettré sur le sujet, et je me dis, bon, bah... Enfin, les autres, en fait, ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent, quoi. Mais limite, je déconne un peu, hein, quand je dis ça, mais limite, j'ai envie de dire, tu votes Zemmour, il lance les EPR, et là, tu fais une révolution, tu le dégages, et tu mets Mélenchon, et je sais pas, tu jettes la clé des EPR, et dans le lac, et tu fais vas-y maintenant. Fais tes renouvelables. Donc non, mais c'est ouais, je sais pas, moi ça me du coup. J'ai une question, parce que dans Négawatt, tu dis ils disent on fait à fond des renouvelables, et ils parlent de ce truc de la disponibilité de matériaux, le coût global de ces trucs-là, quoi, énergétique aussi. Ouais, ils en parlent, et ils ont un scénario qui s'appelle Négamat, du coup, qui est censé... Eux, ils ont un bon marketing. Voilà. C'est ça qu'on veut. Je pensais que vous alliez vous foutre de leur gueule aussi. Non, du coup, ils ont un truc... Non, mais en gros, pour moi, il n'y a pas de trou dans la raquette béant. Du côté de Négawatt, c'est juste que je pense qu'à un moment... tu peux avoir une petite divergence dans certaines hypothèses, et honnêtement je me rends pas compte. En fait, je vois même pas comment c'est possible. Je me disais que en fait, ça se trouve entre les deux, Négawatt et PTEF, sur ce plan-là, c'est difficile de discriminer, en fait. C'est un espèce de choix, quoi. Oui, en tout cas, je pense qu'à notre niveau, sauf si on veut, c'est sûr, mais peut-être même non, mais c'est ça qui est chiant. Non, mais c'est ça qui est chiant, c'est-à-dire qu'en gros, t'as deux associations qui sont de bonne foi, qui alors se rejoignent sur pas mal de trucs, mais sur un truc central, en fait, divergent pas mal. Et voilà. Et si j'ai bien compris, le truc Négawatt, en gros, c'est qu'ils blindent d'éoliennes et de photovoltaïques, et ils mettent plein de power to gas pour stocker, du coup. Et aussi, ils recyclent tout pour empêcher les problèmes de matériaux. Voilà. Est-ce que c'est du wishful thinking? Je sais pas. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour l'énergie, et c'est pas la joie, quoi, au niveau des candidatures présidentielles, en tout cas basées sur ce rapport-là. Okay. Voilà. Le deuxième point dont on va parler, c'est l'industrie. Donc l'industrie, c'est 20% des émissions nationales, et dont 3/4 de ces émissions viennent de l'industrie lourde, donc métallurgie, chimie, ciment et béton. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, moi, perso, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pas très connu, en fait, que c'est un gros secteur au niveau des émissions. Et donc, je vais essayer d'expliquer un peu. Donc, comme c'est décrit dans le livre, ils disent c'est un secteur qui ingère matériaux bruts, énergie, hydrocarbures, et qui rejette des choses qu'on trouve utiles, mais qui rejette aussi des déchets. Donc ça, c'est comme ça qu'ils décrivent l'industrie. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'ils expliquent qu'il y a 2 leviers sur lesquels on peut jouer. Le premier levier, c'est évident, c'est réduire les émissions liées à la consommation d'énergie de ces processus. Donc, ils disent la chimie consomme beaucoup de gaz naturel, les cimenteries consomment beaucoup d'hydrocarbures liquides et solides, donc ça, c'est assez direct, quoi. Tu joues sur ce levier-là. Et il y a un levier que je connaissais pas, qui est réduire les émissions dues aux procédés chimiques. C'est-à-dire, en fait, dans les procédés chimiques, tu as un certain nombre de réactions chimiques qui, tout simplement, émettent du CO2, en fait. C'est-à-dire que dans la réaction chimique, par définition, le procédé que tu utilises va émettre du CO2. Donc, en gros, il faut juste écrire les formules chimiques. Si tu prends du minerai de fer et que tu veux le transformer en acier, minerai de fer, il y a des atomes d'oxygène dedans. Et aujourd'hui, pour dégager l'oxygène, si j'ai bien compris, on le combine à du carbone, et ça fait du CO2, quoi. Alors que tu pourrais apparemment faire ça avec de l'hydrogène, et du coup, ça ferait du H2O. Tu vois. Et donc, il y a un truc lié intrinsèquement au procédé. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je vais donner d'autres exemples. Mais du coup, ça veut dire que on considère que, enfin, il doit y avoir des chiffres, quoi, que ça produit, que ces réactions chimiques qui produisent du CO2, c'est dans des quantités suffisamment notables pour que ça ait une influence sur le. Carrément. Mais du coup, j'ai pas compris la différence entre les deux. Il y a le deuxième, c'est les procédés chimiques, et le premier, c'est quoi? Le premier, en gros, le premier, c'est tu changes pas le procédé, tu gardes le même procédé, mais tu le rends plus efficient. Et le deuxième, c'est tu changes de procédé.
Ben, c'est ça, en fait c'est très différent. C'est-à-dire que le premier, c'est juste ta consommation d'énergie. Donc imagine, tu as besoin de chauffer un truc à balle. Voilà, tu consommes du coup de l'hydrocarbures. Okay. Donc en fait, tu améliores l'efficience ou le rendement de tes procédés actuels. Voilà, c'est ça. Et le deuxième, c'est tu changes de méthode carrément. Non, mais en fait, là on parle pas de solution. Là pour l'instant, on parle juste de c'est quoi les deux leviers sur lesquels on peut jouer. C'est juste, il y a un premier phénomène, c'est juste que ça requiert beaucoup d'énergie de fabriquer ces trucs-là. C'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il se trouve que dans la réaction chimique, ça émet des gaz à effet de serre. D'accord. Et j'ai donné l'exemple donc, du minerai de fer où ça va émettre du CO2, mais tu as aussi conversion du gaz naturel en hydrogène puis en ammoniac pour faire les engrais, tu sais, les engrais azotés. Et là, ça va émettre du protoxyde d'azote, qui est le truc qui fait 250 fois le réchauffement du CO2. Tu as aussi le ciment dont on parlait avec la réaction chimique calcaire-ciment. Donc, je transforme du calcaire en ciment. Ça va émettre du CO2. Donc, il y a vraiment deux choses, énergie et réaction chimique. Voilà. Ça, c'est les deux leviers. Et donc, évidemment, du coup, tu dis comment on fait concrètement. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent pousser l'utilisation des biocarburants dans les cimenteries et les bétonnières et en chimie. Donc, tu vois, là, typiquement, c'est un des secteurs où on va pas pouvoir se passer de cette énergie dense qui sont les énergies liquides ou gazeuses ou solides. Et du coup, là, on va utiliser les biocarburants en priorité dans ce secteur-là. Tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Parce qu'ils disent on peut pas toujours avoir recours à l'électricité dans ces phénomènes-là. Mais du coup, juste quand ils disent ça, on n'a qu'à avoir recours aux biocarburants là. C'est appuyé sur des calculs, des trucs où ils savent quelle quantité il faut produire de biocarburants pour que l'industrie continue à fonctionner au même niveau, ou au niveau dont on aura besoin, ou est-ce qu'ils disent un peu comme ça? Non, ils disent pas un peu comme ça. Non, mais en fait, concrètement, oui. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ils savent qu'on va savoir produire une quantité X de biocarburants parce qu'on a alloué Y mètres carrés de surface pouvant potentiellement produire ce truc. D'accord. Et que ça. Voilà. Et ils savent que tu peux pas en produire autant que toutes les hydrocarbures aujourd'hui qu'on utilise. De quoi tu peux pas produire autant? De biocarburants. Ok. Voilà. Et donc, du coup, mécaniquement, tu dois prioriser les secteurs où tu vas utiliser ce biocarburant. Où par définition, tu vas en avoir moins que les hydrocarbures aujourd'hui. Et ils disent que l'industrie, c'est un des secteurs où on va prioriser l'utilisation de ce biocarburant qui est rare. Et l'avantage du biocarburant, c'est que sa combustion, ça génère moins ou pas de CO2 ? En fait, le biocarburant, c'est pas que ça génère pas de CO2, c'est que c'est un cycle fermé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ta photosynthèse, elle emprisonne le CO2, et toi, tu le relâches. Donc en fait, ça ne génère pas de surplus d'émissions de CO2 vu que tu en as capté à la base, vu que tu en rejettes et tu en recaptes. Alors que l'autre, c'était un réservoir qui est là depuis 2000 années. Exactement. Voilà, t'as tout compris. Voilà. Et donc, ça, c'était le premier levier. Le second levier, c'est les processus chimiques. Et apparemment, on sait faire des processus chimiques qui n'émettent pas des trucs relous. Donc, d'une part, le protoxyde d'azote pour les engrais, on sait fabriquer des engrais qui n'émettent pas de protoxyde d'azote. Ce que je disais là pour le fer, pour l'oxyde de fer, on sait le réduire aussi avec de l'hydrogène. Donc, du coup, ça émet de l'eau et pas du CO2. Et en fait, pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? C'est que c'est plus cher. C'est plus cher. Ah oui. C'est toujours la même histoire. Ils n'ont pas pensé en fait. C'est pour ça qu'on fait pas en fait. Ils n'ont pas. Non, mais c'est un vrai truc. Je veux dire, ces industries, si elles doivent fonctionner autrement, ça veut dire qu'elles doivent, doivent dépenser plus pour faire leurs procédés. Tout à fait. C'est pas négligeable du tout. C'est un argument fort. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça qu'elles le font. Hein. Bah oui. Voilà. Donc, mais ce n'est pas dans le PTEF. Mais du coup, est-ce qu'ils ont été voir les gens pour savoir à quel prix ils étaient OK? C'est pour ça que l'écologie s'accompagne nécessairement d'une réduction des inégalités et d'une politique. Putain, Georges, il a réussi à caler. Bah oui. Non, mais oui, c'est pour ça. C'est parce que il y a plein de leviers de réduction des émissions de CO2 qui entraînent un renchérissement de plein de choses. Et du coup, si tu veux préserver un minimum de pouvoir d'achat ou pas trop le dégrader pour les plus pauvres, t'es obligé de le combiner avec, tu vois. C'est ce que dit Mélenchax, mais c'est ce que disent, Bon, je sais pas, je l'ai écouté tout à l'heure sur Thinkerview, il disait ça, donc mais c'est pas le seul. De dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la conclusion logique de ce qu'on a dit là sur la petite fenêtre des industries lourdes.
c'est que ça va entraîner un renchérissement. Du coup, qu'est-ce que tu en fais? Soit tu t'en bats les couilles, mais du coup, tu as les gilets jaunes. Ça veut dire quoi, un renchérissement? Ça va devenir plus cher, quoi. En gros, oui, ça va te demander de dépenser plus pour produire la même chose. Exactement. Donc, qui dit dépenser plus pour produire la même chose, dit le prix final va être plus élevé. À la fin, ça se répercute toujours sur le consommateur final, puisque soit c'est un intrant, donc soit c'est un composant de quelque chose, soit c'est quelque chose, c'est un produit fini que le consommateur achète. Donc bref, ça entraîne une augmentation du prix de plein de produits. Et du coup, si tu veux pas niquer le pouvoir d'achat ou pas trop le réduire, du coup, tu es un peu obligé de faire des politiques fiscales novatrices ou de réduire les inégalités, etc. etc. Sinon, tu vas avoir les gilets jaunes. Sinon, tu as les gilets jaunes. Voilà. Du coup, et évidemment, l'industrie du coup sera touchée par une certaine sobriété au niveau de la production. Et selon eux, une sobriété qui viendra au premier ordre du fait que il va y avoir une sobriété des secteurs comme le bâtiment et l'automobile, dont on parlera après. Donc mécaniquement, s'il y a une sobriété sur le bâtiment ou sur l'automobile, tu vas avoir une sobriété sur l'industrie. Et on va expliquer après bâtiment et automobile ce qu'il en est. Et voilà. Donc moi, j'ai appris plein de trucs. Je connaissais pas du tout le truc de l'industrie. Et le double problème, là, émission, énergie, ça je connaissais pas. Ici, tu as un autre levier pour l'industrie, mais on en a déjà parlé plein de fois, ils appellent ça l'APV, après première vie, et donc c'est tout ce qui est recyclage, réparation et réemploi. Voilà, appareils électriques en panne, les trucs en verre, mobilier en bois, plastique. Donc concrètement, rallonger la durée de vie des objets, ça permet aussi à l'industrie de se calmer un petit peu, quoi. Mais, et ça, pareil, il quantifie un peu. Est-ce que, tu vois, à notre échelle, si on réutilise... pas dans le bouquin, mais dans les rapports, oui, j'imagine. Ouais. Et c'est un peu c'est un peu tout le principe du PTEF, c'est qu'il y a quand même les ordres de grandeur derrière. Voilà. Parce que si te disait on recycle à 100%, du coup l'industrie c'est 0, quoi. Enfin, tu vois, ils sont obligés de. Voilà. Donc ça c'était l'industrie, c'était intéressant. Et on va passer à l'agriculture et l'alimentation, qui représentent 25% des émissions nationales et 3/4 de la consommation d'énergie issue du pétrole. Ça, je me suis dit, ah bon? Et en fait, je sais pas, c'est tous les camions, je pense, qui transportent la bouffe. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Et je sais pas, tout ce qui est tracteur et tout, ça... Alors, oui, forcément, mais tu vois, quand tu dis 3/4 de la consommation d'énergie issue du pétrole, tu te dis, putain, c'est what the fuck? Et en fait, je pense que c'est le transport. Ouais. C'est pas le tracteur. C'est peut-être le tracteur. Je sais pas, j'en sais rien, je suis pas spécialiste en tracteur, mais le tracteur, peut-être, il doit tracter des trucs, tu vois. Réduction du gaspillage alimentaire. C'est des grosses machines, donc je peux imaginer que ça consomme beaucoup. Et comme, non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est le transport, probablement. Donc ils disent secteur qui subit un bien étrange problème, puisque c'est le plus émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi celui qui va subir le plus les conséquences du changement climatique. Donc ils sont en train de s'auto-niquer, quoi. Donc c'est bien étrange. Et donc il y a une autre particularité de ce secteur, c'est que en plus d'émettre du CO2, c'est un des seuls qui émet des trucs weird en plus. Donc il émet du méthane avec les bovins, hein, ça on l'avait vu, et il émet du protoxyde d'azote avec les engrais chimiques. D'accord ? Donc c'est un secteur assez original de ce point de vue-là, puisqu'il y a des gaz à effet de serre assez originaux. Et donc, ça ressemble à quoi, ce secteur en 2050 ? Donc, eux, ils disent les chaînes d'approvisionnement sont raccourcies. Donc, évidemment, dans un monde à l'énergie contrainte, tu ne vas pas envoyer la poule se faire engraisser en Nouvelle-Zélande et puis la faire revenir en bateau. Donc, eux, typiquement, ils visent une réduction de 80% des flux de transport. Donc, il faut vraiment raccourcir toutes les chaînes, quoi. Hein, ça passera forcément par ça. Dans leur monde, en 2050 aussi, ils disent la production de produits animaux a diminué, et les monocultures de végétaux aussi, mais ils disent on a plus de nourriture parce qu'il y a moins d'animaux pour faire de la concurrence avec l'alimentation humaine, et du coup on peut exporter vers les pays en difficulté. Et donc si je vous donne des ordres de grandeur, ils disent qu'on parle d'une baisse de 1/3 côté œufs et lait, on parle d'une baisse de 50% de la pêche et une division par 3 de viande bovine, porc et volaille. Donc ça, c'est les ordres de grandeur. Et il y a un truc qui est très intéressant de noter, c'est qu'entre bovin, porc et volaille, c'est pas du tout la même problématique. En fait, ça n'a rien à voir. Donc les ruminants, les vaches, ça émet du méthane. Donc un gaz à effet de serre qui est 28 fois plus puissant sur 100 ans que le CO2.
Mais les vaches, on en garde pour valoriser les prairies. C'est-à-dire que quand on a une prairie, il est de bon ton de la convertir en une nourriture très riche en nutriments pour l'humain. Et on rappelle aussi qu'une vache nourrie à l'herbe, ça émet du méthane, mais le méthane se redégrade en CO2 au bout de 10 ans et ça s'inscrit dans un cycle naturel. Et donc oui, il y a quand même un réchauffement qui s'ensuit, mais c'est pas tout à fait les mêmes, une petite subtilité, quoi. Donc ça, c'est les vaches. Et c'est marrant parce que du coup, les porcs et les volailles, donc ce qu'on appelle les monogastriques, eux, c'est pas du tout le même problématique, c'est qu'eux, ils sont juste en concurrence avec l'alimentation humaine. Parce qu'en gros, on les nourrit avec notre bouffe, en fait. Enfin, les bovins aussi aujourd'hui. Alors, je sais pas si tu te souviens, dans Sacred Cow, on avait quand même vu que une vache, ça mange principalement de l'herbe, mais en effet, tu peux te permettre de lui mettre, alors je me souviens plus si c'est un quart ou un tiers de l'alimentation avec notre bouffe à nous. Alors, Oui. très clairement, l'enjeu, là, c'est que les ruminants soient nourris à l'herbe, hein, Oui. très clairement. Mais une fois qu'ils sont nourris à l'herbe, du coup, on a envie de valoriser nos prairies, et la problématique, c'est le méthane. Oui, Voilà. très bien. C'est ça. D'accord. Mais une fois qu'ils sont nourris à l'herbe, tu dois quand même les réduire de un tiers. Tu dois quand même les réduire de les diviser par 3, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. Parce que je sais que t'es un défenseur du machin, mais tu vois, genre, il faut les nourrir à l'herbe et diviser par 3 le truc, quand même. Ouais. En Ok. fait, j'imagine qu'ils ont fait un calcul avec la quantité de prairies disponibles, en fait. Oui, voilà. Donc, Et on peut maintenir le message que globalement, la viande, c'est caca. Putain, mais moi, j'aime pas discuter avec Georges. non, mais je sais que t'aimes pas, mais genre, faut quand même souligner que overall, si on doit résumer, genre, oui, il y en aura quand même, on pourra quand même en bouffer, mais faut quand même diviser par 3 et faut quand même qu'ils soient tous nourris à la fin. Tu vois, Je vais être relou, je sais pas si je suis d'accord avec ta conclusion, en fait, parce que là, j'ai l'impression que l'idée, c'est que là où il y a des prairies, on les valorise. Et donc, de fait, il n'y aura pas assez de prairies pour bouffer autant de viande qu'aujourd'hui. Oui, ça a une utilité, mais genre. Tu vois, ça sera pas, ça s'inscrira pas dans un processus délétère, quoi. J'ai l'impression. Après, Ouais. peut-être je m'avance, mais voilà. Du coup, je modère tes propos. Je me permets. Et je trouvais ça cool, ouais. Du coup, ils ont vraiment fait la distinction. Ils ont dit, porc et volaille, monogastrique, et eux, ils sont vraiment en concurrence avec l'alimentation humaine. Et je sais pas pourquoi eux ils en gardent, mais j'imagine que c'est juste parce qu'il faut bien manger un peu de viande, hein. Mais donc voilà, je trouvais ça intéressant de faire ce constat-là. Ok. Voilà, donc il y a certaines mentions honorables à faire. Donc le secteur en 2050, c'est aussi des émissions réduites d'un facteur 3 ou 4, car moins de ruminants et moins de fertilisation azotée. Donc on rappelle que la fertilisation azotée, c'est bouffer du pétrole, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'on prend de l'énergie sous forme d'hydrocarbures, on fabrique des engrais et on met ça dans le sol et on fait des plantes. Donc là, l'idée, c'est quand même de revenir un peu à la photosynthèse. Donc moins de fertilisation azotée, parce que du coup, l'idée, c'est de faire de ce qu'on appelle de l'agroécologie. Donc c'est construire des systèmes agricoles résilients où tu mélanges différentes variétés de plantes, voilà, tu retournes de la matière organique dans le sol. C'est quand même ouf, je trouve, tout ce qu'on a fait, quoi. Enfin, c'est quand même magique, quoi. Genre, je sais pas, non, mais genre, non, je suis d'accord, quand tu prends un peu de recul, genre, je sais pas, le pétrole, le bon char, c'est quand même magique, ouais. Quoi. Genre, ouais, tu le prends, tu le mets n'importe où, ça te fait fois 10 000 en puissance. C'est juste de l'énergie infinie, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment la poudre de perlimpinpin, le truc. Genre, c'est bon, ça. après, il y en a pas beaucoup et ça te déglingue, tu vois, mais genre, mais c'est quand même surpuissant, quoi. Ah non, mais c'est un truc qu'il dit souvent aussi, c'est si on n'était pas 8 milliards, ça marcherait bien. Ouais. Donc voilà, va falloir s'organiser pour faire un truc un peu plus travailler avec la nature plutôt que contre la nature, parce que quand tu travailles avec la nature, tu dépenses moins d'énergie. Et donc il a mis aussi, ça m'a fait rire parce que j'ai 4 ans, il a mis valoriser les matières fécales humaines. Donc comme en Corée du Nord, hein, où ils ont une taxe sur le caca, ça sera pareil. Du coup, non, mais il précise pas ce sera une taxe sur le caca. Ça sera comme en Corée du Nord. Et donc, alors fin des labours, élevage à l'herbe des ruminants, on a dit, voilà. Donc, voilà, tout ce qui est en partenariat avec la nature. Et le secteur en 2050, c'est aussi un producteur net de carburant et combustible, par conversion d'une partie de la biomasse des fermes. Du coup, celle qu'on ne peut pas manger, on va la convertir en biocarburant. Ça, je pense qu'on a compris. Et du fait de l'agroagriculture, on aura
une diversification des paysages qui va faire revenir la biodiversité. Alors, pas pour ces jolies fleurs, on le rappelle, c'est juste parce que c'est utile. Et va y avoir aussi une baisse de la pollution, car il y aura moins de pesticides, il y aura moins de coûts vétérinaires pour les animaux. Et du coup aussi, on s'évite probablement un nouveau virus potentiellement très méchant si on arrête d'avoir des élevages d'animaux qui n'ont aucun sens. Et ça, c'est, je pense, pas négligeable. Et tu l'as dit, Georges, division par 4 du gaspillage. Mais alors, eux, ils disent notamment avec la généralisation de la consigne sur les emballages. Ok. Non, mais c'est stylé, je trouve que c'est le secteur qui est un peu le plus excitant dans le sens où ça n'a pas l'air impossible, la marge de progression elle est énorme, mais les résultats. Les résultats sont cool, ouais. Je trouve que le ratio effort-résultat, il est assez bandant sur le secteur d'alimentation. Ouais. Mais toi, tu trouves que ça a l'air faisable? Mais Clem, quel que soit le truc, elle est là. Mais ils ont bien chiffré. C'est toujours Clem, elle a toujours la même question. J'avoue, c'est la même question. Mais oui, ils ont chiffré. Non, mais Clem, elle va partir avec le Z, là. Elle va mettre 14 EPR, elle va garder les. mais Clem, elle va se plonger dans les modèles. Mais elle va refaire sur mais en fait, c'est juste que je me rends pas compte à quel prix. Tu vois, je veux dire, je veux bien croire qu'ils ont chiffré et que ça va marcher et tout, mais. Du coup, mais peut-être parce que j'ai pas en tête les autres bouquins, les autres trucs qu'ils ont racontés, mais c'est au prix entre guillemets qu'on consomme beaucoup moins, c'est au prix que on diminue le niveau de vie. Enfin, mais complètement. C'est-à-dire que là, en fait, on va parler emploi après, mais en gros, complètement. Enfin, le secteur agricole déjà va falloir avoir beaucoup plus de gens qui sont dans le secteur. Les choses vont coûter plus cher parce que va falloir désherber. Enfin, si tu désherbes pas au glyphosate, du coup, ça coûte plus cher. Ouais, c'est ça. Ça coûte plus cher. Voilà, mais c'est sûr que 5% d'émissions par an, c'est une baisse du. Alors, ça me fait chier de dire niveau de vie parce que c'est sûrement très sympa de ne pas avoir de la bouffe de merde et pas avoir de la pollution partout, mais en tout cas, c'est une baisse du PIB, quoi. Enfin, s'il y a que ça qui nous intéresse, évidemment, voilà. Non, mais clairement, voilà, oui. parce qu'on l'avait pas redit. Non, on l'a pas dit, c'est vrai. Clairement, or c'est important parce que c'est pas, on fonctionne tous pareil, mais on diminue tous ces trucs, on change machin. Non, derrière, oui, c'est ce qu'on disait, tout va coûter plus cher. C'est ça. Toi aussi, t'as plus le grésillement dans les oreilles de merde? Oui. Ah, ça fait du bien, putain. Ouais, désolé, Georges, j'en avais un grésillement de merde dans les oreilles. C'était horrible. Ça fait trop du bien. Putain, on va pouvoir finir le podcast sereinement. Donc non, mais c'est vrai qu'elle a raison sur l'aspect coût. Ah oui, il faut le dire, ça va. Peut-être faudra le rappeler à la fin. Et je sais pas si c'est évoqué dans ce truc-là. C'est en gros, quelle est la perte de pouvoir d'achat ou de confort qui est prise en compte dans le modèle, et quelle est la perte de meilleure redistribution. Tu vois. En gros, ce qu'on dit, c'est que nécessairement, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais du coup, comment on... Et je pense que c'est hyper important d'en parler parce que c'est l'une des choses qui intéresse le plus les gens. Ouais. À tort ou à raison, on s'en branle, c'est juste une donnée entrante, on n'a pas le choix, ça intéresse les gens, ton confort et ton niveau de vie. Et du coup, c'est dans leur modèle, est-ce qu'ils en parlent et lequel de ces deux leviers ils activent le plus, enfin comment ça marche entre eux, juste j'achète moins, je perds en confort et je prends la thune de Bernard Arnault et je te la donne, tu vois. Non, non, c'est pas dans le bouquin, mais je suis d'accord que c'est hyper intéressant. En gros, ce que tu dis, c'est quoi les trucs qui sont un peu, entre guillemets, gratuits qu'on peut faire, c'est gagner en efficacité et choses comme ça, où tu sens que juste si t'es plus efficace, c'est mieux. Et les trucs où va vraiment falloir, du coup, se contraindre, quoi. C'est quoi la part des deux, ça c'est très intéressant. Je suis pas sûr que ça soit... C'est ça, il y a gagner en efficacité, il y a se contraindre, et quand tu dois te contraindre, est-ce que ce sera compensé par une meilleure répartition fiscale, ou est-ce que juste tu vas te contraindre et tu fermes ta gueule? Non, ça, c'est pas adressé, oui, clairement. Oui. Et effectivement, peut-être que déjà, ça m'a l'air suffisamment complet, tu vois, et genre, mais peut-être que, tu vois, pour moi, genre, ce programme-là n'est pas complet si tu y adjoins pas tout le pan de comment on fait pour que les gens l'acceptent, et comment on fait pour que genre la classe moyenne ou la classe pauvre, enfin pour que la majorité des citoyens ne soient pas niqués suite au renchérissement de la vie, quoi. Si on va dans la conclusion on va évoquer ça, mais c'est tout con, c'est juste que si tu décris le truc, tu peux aussi considérer que la vie sera quand même meilleure. Enfin, il n'y a pas que le PIB dans la vie. Et oui. Alors, on n'est pas obligé de le faire là, mais clairement, ça sera ça l'ouverture de la conclusion. Ça peut aussi être un beau projet, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais mon point, c'est que il y a toujours cette histoire de données entrantes, tu vois.
Ouais. Les gens, c'est ce qui leur intéresse, Non, mais notamment d'accord. en particulier les gens qui n'ont pas nécessairement énormément de moyens, voilà. Et du coup, il faut leur expliquer comment on va financer ça. Si on va pas financer, il faut leur expliquer en quoi c'est pas nécessairement un renoncement et peut-être que ce sera mieux. Enfin, tu vois, faut présenter. En tout cas, ce pan-là qui est pouvoir d'achat, confort, fiscalité, pour moi, il est un peu l'indispensable corollaire de tout l'aspect industriel, énergétique, etc. Non, mais fair enough. Mais après, je pense que tu as aussi tout l'aspect implicite qui est que si tu le fais pas, bah, juste tu seras niqué plus tard et plus violemment, en fait. Donc, il y a aussi. Voilà, bon, Non, mais ça répond en partie au truc, quoi. C'est ça. Non, mais moi, mon point, c'est que je suis d'accord que c'est indispensable. Mais en gros, le mec qui va promouvoir ça, il sera jamais élu s'il explique pas l'aspect économique, l'aspect confort, l'aspect fiscalité, Non, bon, l'aspect le monde sera meilleur. Enfin, tu vois, si on dit c'est un truc pour influencer les politiques publiques et on aimerait bien que ce soit repris par un candidat, bah, le candidat, s'il souhaite reprendre ça pour accroître l'acceptabilité de son truc et sa probabilité d'être élu, il sera obligé de par ailleurs faire tout l'autre truc, tu vois, le deuxième pan que j'ai évoqué. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, on va passer au fret. Donc, le fret, c'est tout ce qui est transport de passagers et marchandises. Et donc, le fret, c'est quand même 9% des émissions nationales. Et donc, eux, ils expliquent qu'en 2050, le fret se fera par train et par voie de mer essentiellement. Et quand vraiment on peut pas, ça sera par camion électrique. Et ça, je trouve ça rigolo. Il dit ça impliquera de mettre des caténaires sur les distances les plus longues le long des autoroutes. Donc, c'est marrant. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura un gros taf, selon eux, de mettre des caténaires sur... Et les caténaires, c'est ce qui est au-dessus des TGV, là Ouais, c'est les os de câbles au-dessus des tramways. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y aura des câbles au-dessus ouais, ouais, apparemment. Ouais, tu peux pas... Enfin, bref, voilà. Si tu veux des camions électriques, ça sera ça. Ouais, c'est rigolo. Hein. Après, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'y connais rien, mais je trouve ça marrant qu'ils aient choisi ça plutôt que juste des bornes de recharge électrique, quoi. Bah ouais, je sais pas. Je pense que c'est juste pas viable parce que, en fait... tu passerais tout ton temps à recharger le truc, quoi. Et puis, je pense qu'il y a aussi des histoires de taille de batterie. C'est-à-dire que quand tu as des caténaires, en fait, tu peux te permettre de pas mettre un truc méga giga violent dans le camion. Ouais. Voilà. Donc ça, je trouve ça rigolo. Et ensuite, il dit pour les petits livreurs, on utilisera alors je connaissais aucun des mots, des triporteurs, des biporteurs, des cargocycles à assistance électrique. Donc je connaissais pas ces trucs, mais si tu cherches dans Google... En gros, c'est des gros vélos, quoi. Non mais cherche dans Google, faites un truc, cherchez dans Google cargo-cycle et vous allez chercher et vous allez faire ah ouais ok je vois ce que c'est, genre j'ai déjà vu un mec ah ouais genre je passe, le cargo-cycle c'est un vélo et derrière il y a une espèce de boîte de géante, tu vois, et souvent t'as un mec un peu fier qui conduit ce truc et qui te délivre tes colis. Bah là voilà, ils sont chauds pour les cargo-cycles et c'est tous les trucs de la logistique du dernier kilomètre, quoi. Voilà. Et donc, voilà. En gros, ils disent que tout ce qui roule devra être électrique. Et d'ailleurs, ils donnent une statistique intéressante parce qu'on en avait parlé dans le livre avec Guillaume Pitron, mais ils disent, tu vois, un camion électrique, ça émet 5 fois moins que son homologue thermique sur tout le cycle de vie. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, la comparaison électrique et thermique, en fait, ça a vraiment du sens quand tu roules beaucoup. Ouais. Et en fait, un camion, ça roule à balle, quoi. Donc, clairement, un camion, c'est méga avantageux de l'électrifier, quoi. Surtout si tu mets des caténaires. Et ça existe actuellement, des camions électriques ? Je pense pas. Je pense que Tesla travaille dessus, il me semble. Exactement. Enfin, je sais qu'il y a quelques marques qui travaillent dessus. Il y a peut-être des prototypes ou des précommandes, mais il n'y a pas en tout cas de la production de masse de camions électriques. Tu t'en vois pas dans les routes, quoi. Mais si c'est en train d'être bossé, j'imagine que ça peut sortir à horizon de quelques années. Non, mais après le truc, c'est que je pense que le truc sur lequel Tesla bosse, en gros, tu vas avoir une batterie de mammouth dedans, et en gros, tu vas utiliser genre la production de CO2 de la Serbie pour la fabriquer, tu vois. Oui. Donc, je sais pas si c'est le même délire, quoi. Tu vois, enfin, je pense qu'à partir du moment où on a des caténaires, je pense qu'on sait fabriquer un camion électrique. Enfin, c'est juste un truc. C'est un tramway, quoi. C'est un tram, quoi. Il n'y a pas une ingénierie, c'est pas la folie, quoi. Donc voilà.
Et donc, voilà, ils disent on pourrait faire des labels transport durable. Voilà. Et un truc qui m'a intéressé, ils ont dit en 2050, on aura des bornes de recharge des voitures partout, des bornes lentes chez nous, donc recharge lente, et des bornes rapides le long des nationales et des autoroutes pour recharger en moins de 30 minutes ton truc. Voilà. Donc ça, c'était le fret. Et même domaine, ce qui s'appelle la mobilité quotidienne, donc les déplacements de moins de 80 km. Ça, c'est 14% des émissions nationales. Et là, en 2050, en gros, tu vas faire du sport. Parce que pour les déplacements de moins de 4 km, on va faire de la marche. Hein. Donc, ils disent à rendre possible et surtout agréable. Hein. Donc, il faut vraiment repenser l'organisation de l'agglomération. Vélo inférieur à 7 km. Donc, encore une fois, à rendre possible et agréable. Vélo à assistance électrique pour tout ce qui est inférieur à 15 km. Et là, il y a un truc qui précise pas mal dans le rapport, c'est qu'ils disent qu'il y a toute une industrie de l'entretien et de la réparation des vélos qui va se développer et qui va popper un peu partout et qui est nécessaire en fait au déploiement, même de location, hein, qui est nécessaire en fait au déploiement de ce genre de truc. Donc ça, Ok. ils ont dit, il y a plein d'emplois qui vont être créés. Ah, c'est intéressant parce que ça, pour le coup, je trouve que c'est un truc beaucoup plus palpable pour le commun des mortels, dans le sens où c'est une transition qu'on commence à voir. Peut-être qu'elle va pas assez vite et qu'elle est Ouais. loin d'être assez suffisante, mais tu vois, on voit dans les grandes villes, il y a de plus en plus de vélos, il y a de plus en plus de pistes cyclables. On voit toutes les flottes en free floating de scooters électriques, de vélos électriques, de trottinettes électriques. On voit tous les réparateurs de vélos qui pendant le Covid, enfin suite au Covid, ont été tous noyés sous les demandes, tu vois. Ouais, Genre, on commence à voir les prémices de ça, tu vois. Ouais. Et tu vois, genre maintenant j'invite qui que ce soit à essayer d'acheter un vélo. Un vélo pas mal sur internet, et genre il y a pénurie de ouf, tu vois. Moi je t'en parle parce que j'ai regardé ça la semaine dernière, et en fait j'ai regardé il y a 3 mois et j'ai regardé la semaine dernière, et globalement genre juste c'est une galère sans nom d'acheter un vélo pas d'occasion. Ouais, ça m'étonne pas, hein, c'est marrant. Parce qu'il y a une demande de ouf et parce qu'il y a perturbation de l'approvisionnement avec le Covid, etc. Ouais. Mais tu vois, enfin on voit quand même les prémices de ça, quoi. Ouais, non, c'est marrant. Ouais, c'est comme tu dis, c'est palpable, ouais. C'est assez cool. Et tu vois, après, si on continue, ils disent pour les courses vélo cargo, donc c'est un vélo avec son énorme carriole. Carriole, ouais, on va dire ça. Exactement. La carriole du diable. La carriole. Ensuite, il y a micro-voitures du genre Twizy ou la Renault AMI pour aller moins de 30 km. Ensuite, transport en commun, partout c'est possible. Et sinon, voiture sobre. Donc ça, on va en parler de la voiture sobre. On va décrire ce que c'est. Mais en fait, il y a vraiment un échelonnage en fait, des différents moyens de transport. Et évidemment, l'idée, c'est pas d'en avoir un de chacun. C'est vraiment de développer tout un système où, je sais pas moi, tu vas aller en vacances en train, et puis là où tu vas en vacances, c'est facile de prendre ta petite Twizy et enfin bref, ou ton vélo, ou, voilà. Oui, en gros, tout ce qui est l'économie d'usage et pas de la possession, quoi. Tout à fait. Et du coup, on va enchaîner logiquement sur la mobilité longue distance, qui est la mobilité supérieure à 80 km. 9% des émissions. On en fait 6,3 par an. Je n'ai pas trouvé ça beaucoup, ça m'a étonné, mais par personne en France, des trajets comme ça. Et c'est marrant parce que la voiture et l'avion sont archi dominants dans ce genre de transport. Alors le train, il est pas mauvais dans les trucs à 200-500 km, mais la voiture le poutre, quoi. Enfin, c'est x3. Donc, ouais, les trajets longs, c'est assez intéressant. Et du coup, ils disent en 2050, la durée des voyages devra être adaptée parce que y a clairement pas assez d'agrocarburant pour tous ceux qui auraient envie de faire de l'avion. Clairement, on va pas pouvoir faire autant d'avions aujourd'hui, en 2050 qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc, Faudra choisir ses combats. Il y a un truc de on fait moins de trajets loin et on va moins loin aussi, quoi. Exactement. Et donc voilà, donc en gros, ils poussent pour faire du train le mode de transport privilégié en Europe. Donc l'ordre de grandeur, c'est x3 en 2050 au niveau du secteur. Et voilà, ils disent il sera rendu pratique avec embarquement des vélos. Plus généralement, il faut mettre en place des facilités pour faire les premiers et derniers kilomètres. Hein, ça va être tout l'enjeu. Ça, c'est pour le train. En 2050, ouais. Et du coup,
dans ça, pour mettre en place le train, est-ce qu'il parle de remettre des plus petites lignes parce que je sais qu'il y a plein de lignes, justement, peut-être, comme tu dis, de fin de trajet ou je sais pas quoi, qui existaient il y a longtemps et qui maintenant n'existent plus. Et est-ce qu'il faut revoir un petit peu tout le système global ferroviaire Je pense ou pas ils en qu'il en parlent pas parle ou alors je me souviens pas, mais je pense que ça va dans le sens Ouais. de ce qu'il dit. Ouais. Enfin, en fait, je pense qu'à chaque trajet, en fait, il faut se poser la question de c'est quoi le truc le plus logique, en fait. Donc bon, après il y a peut-être aussi juste le fait que on va faire moins de trajets dans ce genre-là aussi. C'est peut-être Oui, il y a c'est ça ça. aussi, Peut-être quoi. qu'il n'y a Enfin, pas voilà. besoin. Peut-être juste voilà, et ça sera la vie, quoi. Voilà. Et donc on l'a dit, on aura électrifié tout le parc automobile, et du coup on voulait parler des voitures sobres. Donc c'est quoi une voiture sobre? Donc eux ils visent à réduire la masse des voitures. Donc ils disent que transporter 1,5 tonnes à chaque fois qu'on veut transporter 75 kilos, donc 75 kilos c'est nous, c'est quand même un peu con. Et donc ils visent 300 kilos en moins par voiture. Ils décrivent un monde aussi où on aura baissé les vitesses limites. Mais ça c'est marrant, ils disent, parce qu'eux ils disent 110 km/h sur les autoroutes, mais ils disent de toute façon, avec les voitures sobres, rouler au-dessus de 90 km/h, en fait ça déchargerait tellement vite la batterie que ça aurait aucun sens, en fait. C'est-à-dire qu'en fait tu passerais ton temps à faire 110 et aller recharger ton truc au bout de 5 minutes, parce que justement les batteries seraient dégonflées, quoi. Donc ça je trouvais ça marrant. Ouais, non, c'est intéressant ce truc-là de masse, de dire la masse d'un truc, c'est important, et l'aspect, voilà, trimballer 1,5 tonnes pour trimballer 75 kilos, j'avais jamais pensé ça comme ça. Et c'est vrai que l'industrie aujourd'hui de la voiture électrique, il mise beaucoup sur l'autonomie et donc le nombre de kilomètres que tu peux faire en une charge. C'est ça. Et du coup, ce qui induit effectivement un accroissement de la masse globale parce que tu dois faire des batteries surfat. Plutôt que de dire tu vois, et donc ça c'est un peu anachronique, ouais, selon eux, du coup ça va pas dans le bon sens, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est cool. Et si on parle des avions, moi j'ai appris un truc, parce que du coup apparemment les avions long courrier, du coup tu serais forcé d'utiliser des agrocarburants et power to liquid, l'un ou l'autre. Parce que apparemment, tu sais, l'avion à hydrogène dont on parle à partir de 2040, ça serait pour les courts et moyens courriers. Apparemment, les longs courriers, ça serait pas tout de suite avec ce truc-là. Donc, tu vois, si tu veux aller, je sais pas moi, en Nouvelle-Zélande, tu serais forcé de prendre un long courrier qui fonctionne au biocarburant ou au power to fuel. Donc, une petite distinction qui est intéressante. Et d'ailleurs, eux, ils disent on va promouvoir les congés de 3 mois tous les 3 ans, sans solde. Donc, pour en gros faire. Ça serait l'occasion, tu vois, d'aller visiter un truc un peu loin pendant un peu longtemps. Mais oui, quoi. c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant. C'est cool, hein. Ça rejoint ce que je disais avant, genre tout l'aspect emploi, l'aspect sociétal, et je trouve que ça m'intéresse, et je trouve que effectivement, genre, ce serait intéressant de faire peut-être un autre bouquin un jour sur ça. C'est vrai que toutes les modifications que ça va faire sur le marché du travail, sur le nombre d'heures à laquelle on travaille, notre manière de vivre, l'impact sur notre logement, etc. Enfin, je trouve que parce que là, on est un peu sur des aspects un peu techniques liés à des secteurs qui sont, à mon sens, indispensables et très importants. Mais je trouve qu'il faut un peu aussi voir... Oui, ça ressemble à quoi la vie avec ça. Voilà, exactement, le côté que ça ressemble à quoi la vie. Mais c'est marrant parce que là, avec les éléments qu'ils donnent, ça commence à se dessiner, quoi. On pourrait presque, nous, tenter d'imaginer un monde qui répondrait à ça, quoi. Le monde de 2050, s'il répond à ça, on peut imaginer un quotidien avec ça, quoi. Mais tu vois, c'est marrant, sur l'avion, il dit sur les quelques aéroports qui restent, en fait, t'imagines, il va y avoir des électrolyseurs à perte de vue pour faire l'hydrogène. Et il y aura beaucoup moins d'avions, quoi, parce que les gens, les power to fuel et les biocarburants, en fait, ils seront tellement rares que soit ça sera normé combien tu peux en utiliser, ou soit ça va juste coûter trop cher, quoi. Donc, mais tu vois, je trouve que c'est intéressant de construire une histoire et un récit de genre, ce sera quoi le quotidien
Bon, après, le mec va pas tout faire non plus, et c'est déjà un énorme travail ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais genre, tu vois, moi, je suis inquiet de ce côté-là. Genre, en fait, il faut vendre du rêve aux gens, parce que sinon, ils cassent les couilles et ils votent Zemmour, tu vois. Ouais. Et non, mais tu vois, genre, faut un peu vendre du rêve et leur expliquer, ok, il y aura des contraintes, ok, tu vas pas t'acheter 15 Xbox et genre 20 t-shirts par mois. Mais en fait, c'est assez bandant de pas t'acheter 20 t-shirts par mois, et la live, ce sera peut-être pas mal, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a tout le côté un peu bandant, un peu qu'aujourd'hui qu'on considère idéaliste ou naïf ou utopique, qui, à mon sens, est réaliste et hyper intéressant, tu vois. Mais je te dis, ouais, on va essayer d'évoquer ça un peu en conclusion, parce que c'est ça le truc. Est-ce que ça nous ferait pas kiffer quand même, tu vois, un peu. Ouais. Non, en fait, pourquoi je casse les couilles avec ça? Parce que genre, j'ai l'impression qu'on traite énormément l'aspect technique, qui est indispensable, parce qu'en fait, c'est ça qui fait le bail et c'est ça qui génère les réductions, tu vois. Mais on traite pas l'aspect vente du rêve. Et pour l'implémentation, pour accroître les probabilités d'implémentation de ces politiques-là, pour moi, il faut aussi vendre du rêve, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas forcément le bon bouquin. En effet, là, c'est vraiment le bouquin qui te donne la solution, qui veut donner la solution technique au truc. Et après, fais ce que tu peux, quoi. Yes. Donc, donc le secteur de l'automobile, là, si on zoome un peu dessus, 20% des émissions, et c'est marrant, les chiffres, il dit 85% des ménages en possèdent une en France, et 40% en ont deux ou plus, hein, donc c'est assez marrant. Donc voilà, on va électrifier. On entend souvent les gens dire on va tout électrifier, on va faire des Tesla partout et ça va être la fête du slip. Et en fait, effectivement, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on oublie souvent l'énergie dépensée à la fabrication de la voiture, à la fabrication de la batterie, où souvent il faut doubler l'ordre de grandeur. Et plus la batterie est grosse, en fait, plus ça fait x2, x3. Voilà. Et donc ça, c'est pas souvent évoqué. Et donc eux, concrètement, ils proposent la mise en place d'un malus écologique pour les batteries supérieures à 50 ou 60 kW. Voilà. Donc en gros, tu fais pas n'importe quoi non plus sur les voitures électriques. Et il y aurait aussi des avantages fiscaux à repenser dans ce sens, du coup, pour rajouter l'empreinte carbone de la fabrication aussi, de la voiture, typiquement. Et un truc intéressant, aujourd'hui, on a un malus CO2 consommé, enfin CO2 émis, mais là, eux, ils parlent de malus énergie consommée aussi. C'est-à-dire que, ok, t'as peut-être une voiture électrique, peut-être que ça va, c'était pas trop méchant au niveau de la production, mais si tu dépenses toute l'électricité de tout le monde, c'est pas non plus optimal. Et donc, tu vois, il cadre un peu il quadrille un peu le truc, c'est ça, c'est assez cool. Ouais, c'est pas mal en fait, genre, tu sais, sur toutes ces histoires-là de malus, de bonus-malus, de machin, t'as toujours le problème des effets de bord, des effets d'aubaine et des effets de contournement, tu vois. Oui, du coup, ça, les gens ils s'amusent à contourner. Ouais. C'est ça, et genre, après, c'est le jeu, tu vois. Mais genre, tu vois, quand t'as une approche non holistique, non globale, qui est que tu te concentres sur un truc, genre le CO2, les mecs, ils vont te ken par ailleurs, tu vois. Ouais. Et tu vois, genre, c'est de dire, genre, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu dois choper l'information, tu dois mettre des standards. Enfin, c'est toujours beaucoup plus dur. Mais le truc, c'est la démarche, c'est de dire qu'il faut mettre plusieurs critères et l'un dans l'autre, ils se tiennent les uns des autres et ça fait que globalement, c'est vertueux. Ouais. Là, c'est bien ficelé, ouais. C'est vrai, c'est juste que c'est toujours une galère et qu'il y a toujours, 10 000 lobbyistes qui sont là, mais oui, mais. Genre. Non, mais tu vois, quand tu vois que le Nutri-Score sur les aliments, c'est toujours pas adopté et il y a du lobbying de bâtard, du Roquefort pour pas le mettre, tu vois. Mais non, je savais pas ça. Sur le Roquefort, il y a pas de Nutri-Score ? En gros, l'industrie notamment des fromages en particulier, ah ouais est vent debout contre le Nutri-Score, parce que les frometons, c'est Nutri-Score Z, parce que juste c'est de la merde pour ta santé, tu vois. Ils sont là, oui, on nique la culture française. Je suis sûr que Zemmour, du coup, il kiffe le Roquefort, tu vois. Il est là, oui, on nique la production française. Regardez, la frite du McDo, c'est Nutri-Score B, alors que notre bon vieux Roquefort, c'est Nutri-Score F, tu vois. Oui, non, mais moi, je suis d'accord. Enfin, le Nutri-Score, c'est vrai que c'est sympa parce que ça a le mérite d'être simple, tu vois. Et donc, du coup, c'est facile à calculer. Tu mets A, B, C, machin.
Mais c'est vrai que quand tu as un aliment sain qui se tape un Nutri-Score de merde, bah, tu as envie de dire du coup, je suis pas chaud pour que vous fassiez un calcul simple. Et typiquement, le fromage, bah, c'est un de ces aliments où tu sais, c'est pas des trucs ultra transformés, c'est des trucs, ouais, c'est gras, mais en fait, juste le gras, c'est de la nourriture en fait. Et qu'un paquet de pâtes, ça soit Nutri-Score A et un fromage, ça soit Nutri-Score E ou je sais pas quoi. Je pense que c'est un peu du foutage de gueule, donc je vois aussi le point quand même des gens qui disent les gars, genre, nous collez pas un truc alerte rouge sur notre produit, alors que juste, entre manger ça et un Twix, c'est quand même pas la même. Oui, non, mais après, c'est perfectible, tu vois, mais c'est un début, tu vois, c'est toujours la même chose. Non, mais c'est pour ça que j'étais étonné, je comprenais pas ce que tu voulais dire sur le Roquefort, mais du coup, il y a pas de Nutri-Score sur le Roquefort aujourd'hui ou... Bah, en gros, tu sais, le Nutri-Score, c'est en train d'être mis en place. C'est pas une obligation aujourd'hui sur tous les aliments. Ah, je savais pas. Et ça va bientôt être une obligation. Moi, j'ai appris un truc. Et le Roquefort est contre que ce soit une obligation parce qu'il est discriminé ou parce qu'il est mal noté. D'accord, moi je le soutiens. Ouais. Voilà, et mon point, c'est que peut-être que c'est perfectible, mais genre, on fait une V1, après on fera une V2, machin. Juste, genre, et tu vois, et ça, c'est juste un critère. C'est genre le côté, est-ce que c'est sain pour ta santé? Il n'y a pas encore le critère de fabrication de CO2. Il y a pas, tu vois, genre. Non, ok. Et tu vois, genre, tu te dis, genre, si tu veux avoir une approche holistique avec X critères, machin, ça va être une galère sans nom, tu vois. Non, mais ok, mais si tu veux, ouais, enfin, je suis complètement d'accord, mais je pense que l'exemple aurait été meilleur si t'avais pris genre le Nesquik ou genre la sous-marque du Nesquik qu'on avait vu là. Oui, mais toi t'es relou parce que t'es beaucoup trop pointu sur le sujet. La sous-marque du Nesquik avec, tu sais, où c'est une taupe à la place du. Déjà que le Nesquik c'est 0, alors la sous-marque du Nesquik, tu sais, quand tu scannes le Nesquik avec Lydia, ça fait 0. Alors, la sous-marque, je sais pas, c'est négatif. Hein, avec Yuka, pardon, pas avec Lydia. Bref, du coup, il y a un truc qui m'a fait marrer sur l'automobile, c'est il pousse pour l'instauration de la formation à l'éco-conduite. Et donc, l'éco-conduite, c'est quoi? En gros, c'est quand tu conduis pas comme un gogol, tu vois. Mais tu vas doucement et... Non, mais on l'a tous vu, le mec qui démarre à 40 G à côté de toi et qui s'arrête 10 mètres plus loin en feu rouge, tu vois. En gros, c'est d'éviter accélération, décélération. Non, mais du coup, ils disent quand même c'est 10% de réduction, tu vois. Enfin, c'est quand même... c'est un truc de ouf. Et donc, moi, ça m'a fait rire. Formation à l'éco-conduite, c'est 10%. Putain, c'est quand même un sacré levier. Hein. C'est juste de pas conduire comme un gogol. Hein. Mais, ouais. mais après, c'est sûr. Mais comment on implémente J'allais dire, mais on nous le disait un peu à l'auto-école parce qu'en fait, mais pas par rapport à l'écologie, par rapport au fait que du coup, tu dépenses plus d'essence et que ça coûte cher. Et, bah oui, mais moi, je connaissais des gens qui exprès roulaient toujours 10 ou 20 km/h en dessous parce que comme ça, c'est ton pote radin, ça. Ou qui avait, ils devaient faire attention aux sous qu'ils dépensaient. Voilà. Non, mais c'est vrai, tous les gens qui se plaignent du prix de l'essence, ce n'est pas compatible de se plaindre du prix de l'essence et de rouler comme ça en même temps. Voilà. Éco-conduite. Voilà. Et donc, juste pour finir, on parle quand même au niveau des ordres de grandeur, c'est quand même un trafic automobile réduit de 40%. Et donc 40% des ventes de véhicules neufs en moins. Et voilà, les voitures seront légères et aérodynamiques. Et à côté, on va surtout commercialiser vélos électriques et micro-voitures. Et donc, on va voir l'impact sur l'emploi de tous ces secteurs qui sont touchés. Ouais. Bah oui, parce que j'allais dire toujours pareil, j'allais dire, mais ça, ils ont... Et oui, est-ce qu'ils ont pensé? Non, mais est-ce qu'ils ont été voir le secteur automobile et comment ça peut être accepté par le secteur automobile? Clem, le Chiffre Project, ils vont l'appeler, mais ça va être... Est-ce qu'ils ont chiffré? Ils vont juste mettre une tête de cheval mort dans son lit. Est-ce qu'ils ont chiffré? Ça va pas du tout être pour collaborer. Mais au contraire, c'est parce que je pose la question parce que je sais qu'ils y ont réfléchi, donc je sais qu'il y a des réponses à ça, et si ça vient, moi je me dis que ça va venir à d'autres gens. On va en parler dans le chapitre sur l'emploi, exactement. Et d'ailleurs, il me semble qu'ils sont très fiers de leur chapitre sur l'emploi parce qu'ils disent que c'est souvent quand on fait des plans comme ça sur la comète et on parle jamais d'emploi. Donc mais comment ils nous teasent sur le chapitre sur l'emploi depuis 10 minutes là? Vas-y, balance le chapitre. Non, mais ça va être. Non, mais c'est très intéressant comme chapitre, mais juste, j'ai pas choisi d'y passer 10 minutes, donc moi ce que je vais faire ça va pas être stylé, hein, donc on va être déçus. Désexcitez-vous et on va parler du logement qui est beaucoup plus intéressant. Putain, il est insupportable. Puisque le logement c'est 12% des émissions nationales et sans compter leur construction, puisque leur construction c'est l'industrie, et donc on parle de 37 millions de logements, donc 12% c'est quand même pas mal. Et donc pour le logement c'est quoi les émissions? En fait on parle surtout de chauffage, mais ça je pense que c'est connu. Et on parle surtout de chauffage au gaz et au fioul, et donc évidemment c'est pas tout propre, et donc il y a 4 leviers à viser pour 2050.
Le premier levier, c'est la rénovation énergétique globale, donc chantier colossal selon eux. Donc c'est assez marrant leur approche, ils disent 2030, plus de bâtiments avec une note F ou G. Donc c'est quand même les lettres de l'alphabet où si tu habites là-dedans, c'est quand même tendu, quoi. Je sais pas ce que ça fait, c'est un truc quand t'es G. T'as pas de fenêtre. C'est ouvert. S'il y a des gens qui ont des trucs G, je les invite à témoigner parce que je serais curieux de savoir. C'est les passoires énergétiques. Tout à fait, oui. En 2040, plus de bâtiments avec une note E et plus de fuel. Et en 2050, plus de bâtiments avec une note D et plus de gaz. Et donc, voilà. Et donc, oui. Du coup, le deuxième levier, c'est décarboner le chauffage. Et donc, quand on dit plus de gaz, plus de fuel, en fait, c'est qu'on met des pompes à chaleur électriques, si possible réversibles, pour la clim l'été, quand il fera 1000 degrés l'été. Voilà, on aura des pompes à chaleur réversibles, ça sera cool. Ils veulent aussi, troisième levier, décarboner la construction, parce qu'on a vu que béton et acier, c'était assez méchant en termes d'émissions. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'industrie. Et donc, ils disent on peut utiliser des matériaux biosourcés à la place, donc bois, chanvre, liège, terre, pierre. Voilà, donc voilà, faut que le bâtiment devienne un puits à carbone. Mais ouais. Est-ce qu'ils ont chiffré ça? Je serais toi. je serais bien. Le quatrième levier, c'est... T'es un bâtard. Le quatrième levier, c'est ajuster le rythme des constructions neuves. Donc, selon eux, il faut arrêter les constructions neuves, notamment pour éviter l'artificialisation des sols. Donc, convertir la nature en zone urbaine, c'est pas forcément le bon plan. Et voilà, on perd en surface qui aurait pu être utile, comme pour produire du bois, des choses pour se nourrir, des prairies pour les vaches, Georges. On sait que t'aimes bien. Des biocarburants, la biodiversité, tout ça. Voilà. Donc en gros, ils disent objectif zéro artificialisation dès 2030. Donc c'est marrant parce qu'ils sont pas fans du tout de la construction de nouveaux logements, hein, à cause de l'artificialisation et du fait que le béton et l'acier, c'est vénère. Ils sont vraiment pour pousser la rénovation énergétique à balle, quoi. Mais du coup, juste genre... Enfin, tu sais, il y a justement, je sais que depuis 10 ans, on dit qu'il y a un problème de construction, qu'on construit pas assez de logements en France. Ouais. Et du coup, ça génère un renchérissement des logements, notamment dans la plupart des grandes villes. Genre ça, on sait que depuis 20 ans, dans toutes les grandes villes de France, le logement, il augmente de ouf. Ouais. Et c'est une énorme problématique, tu vois. Le logement devient trop cher. Genre, plus personne peut acheter son logement, notamment les primo-accédants, en gros, les non-vieux, quoi. Et du coup, genre... Ça, c'est ouf parce que c'est hyper incompatible. Du coup, ça, mon point, je trouve que c'est un gros frein à l'adoption de ce genre de truc. C'est que c'est quand même un truc extrêmement émotionnel et tout le monde veut avoir son logement, acheter sa maison avec sa famille, etc. Sachant que la population ne baisse pas, voire elle augmente. En fait, ça, c'est un peu la quadrature du cercle. Et du coup, genre, j'aimerais bien savoir s'ils proposent une solution à ça ou si juste ils en parlent pas. Enfin, je sais qu'il y a une histoire il y a beaucoup de logements vacants. Je sais qu'il y a une histoire de faut mieux répartir les gens sur le territoire et qu'ils arrêtent de s'entasser dans les mêmes endroits. Tu vois, on parle de 37 millions de logements. Donc, tu prends la population française, tu fais le calcul. Donc, déjà, ça te donne l'ordre de grandeur. Mais c'est vrai que quand tu as l'habitude d'écouter Jean-Marc Jancovici et qui te décrit le monde d'après, il te dit peut-être parfois il faudra habiter avec tes parents. Merci. Et donc non mais si tu veux, c'est peut-être ça aussi un monde à l'énergie contrainte, en fait. C'est juste voilà, je veux bien le comprendre, mais genre pour moi il faut le dire explicitement parce que genre c'est un truc, c'est pas, pour moi c'est un truc extrêmement contraignant, quoi. C'est beaucoup plus contraignant que de moins prendre l'avion dans l'année, tu vois. Genre si on va te dire en moyenne, la taille moyenne le nombre de surface de mètres carrés par personne, il va passer de, je dis n'importe quoi, 30 mètres carrés à 15 mètres carrés. Et du coup, on va plus vivre avec nos parents. Pour moi, c'est un truc qui vraiment affecte grandement le quotidien des gens. Tu vois, pour moi, on doit le sortir des interlignes et le dire cash. En fait, vous allez être Ken, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais... Ou ça va être chouette de créer cette communauté tu vas vivre familiale. Elle se mange. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois le raisonnement un peu en système qui est de dire que, en fait, tu vois, déjà, on a besoin de surface, en fait, pour faire plein d'autres trucs.
Et bah ouais, tu fais pas ce que tu veux, quoi. En fait, mine de rien, tout ce que tu vas artificialiser, bah, tu vas pas pouvoir faire autre chose, quoi. Et donc, il y a un compromis à trouver. Peut-être tu vas faire des immeubles à chaque fois qu'il y a une maison, tu fais un immeuble de 8 étages. Je sais pas c'est quoi la solution. Du coup, pas en béton et en acier, mais je sais pas. Voilà, en effet, c'est pas YOLO, quoi. C'est ça. Moi, mon point, c'est que ça, c'est pas trivial et que c'est vachement contraignant sur le d'accord. quotidien des gens. Tu dis. Enfin, tu vois, moi, je connais la surface de votre logement, les amis, là, je vous vois là. Ouais. Déjà, faut diviser par 4, là. J'avoue. D'où tu balances. Je balance la sauce. Mais c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis depuis plusieurs fois depuis le début, Georges. C'est vrai qu'en fait, les aspects, je sais pas comment dire, psychosociaux de ce que ça va impliquer, ce que tu as dit, ce monde d'après, ça serait intéressant qu'il y ait des études tu vois, je sais pas, de psychologues, de sociologues. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec aussi, ses parents, et un peu, tu vois. Non, mais de ce que ça va changer. Et enfin, tu vois, on dit moins voyager. Il y a quand même plein de trucs dans notre monde qui est autour de. Je sais pas comment dire, je voyage, je suis stylée, c'est un objectif de voyager pour le plaisir, pour apprendre des choses et tout. Et on se dit, là, il y aura moins ça, ou à des plus courtes distances, etc. On se dit, peut-être il faudra vivre en communauté, soit avec nos parents, soit, je sais pas, des colocations, des machins, des trucs. C'est aussi un shift dans ces modes-là. Et je sais pas à quel point l'acceptabilité de ce truc peut être étudiée, quoi, par des sociologues et tout. Est-ce que c'est des choses ça va être facile pour les gens, tu vois, d'une génération à l'autre, hop, on va faire ce changement de façon de voir sa vie, ou est-ce que ça prend beaucoup plus de temps? Et du coup, est-ce que, tu vois, il y a le temps dans le côté industrie, énergie, machin, truc, pour que ça se mette en place. Et il y a ce temps psychologique, et je me demande, j'ai aucune idée à quel point c'est facile. Parce que les gens, ils vont tellement bader que finalement, ils vont faire non, faut qu'on revienne en arrière, ils vont ressortir le pétrole et ils vont faire. Mais je dis pas qu'ils vont bader, mais je dis juste que je sais pas, tu vois. Faire du je sais pas combien de temps ça prend de changer des habitudes. Il y a mon oncle qui vit avec moi, il est ghetto. Mais oui, genre, s'il y a ton oncle pédophile là, qui traîne. Ils vont ressortir, genre, tu sais, le pétrole était sous clé. Enfin, c'est bon, on est parti. On fait revenir Pécresse. Open the vault. C'est ça. Non, je suis d'accord. Mais enfin, encore une fois, c'est pas le propos du. Non, mais je sais bien que c'est pas le propos, mais je veux dire, ça fait plusieurs fois qu'on le ressort. Donc je pense que c'est un truc qui va venir à un moment dans les réflexions. C'est ça, ouais. Donc, vous l'avez attendu, l'emploi. Ouais. Franchement, meilleure partie. Est-ce qu'on va moins travailler la semaine de 10 heures là? Non, je suis sûr qu'il y a la semaine de 10 heures. Non, je pense pas. Du coup, non, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. En gros, c'est vrai qu'ils ont mis un point d'honneur à inclure cette section parce qu'ils se sont dit, en fait, sinon c'est un peu facile, quoi. Tu fais des plans et au final, tu te dis pas trop comment ça va, ce qui va se passer. Et en fait, voilà, l'idée c'était de réintroduire le facteur humain dans les raisonnements. Et en fait, voilà, ils expliquent qu'il va y avoir un fort contraste entre les secteurs, entre ceux qui vont avoir besoin de réduire leur nombre d'employés et ceux qui vont devoir l'augmenter. Et donc, en termes d'ordre de grandeur, on parle quand même de 800 000 destructions d'emplois contre 1,1 million de créations d'emplois. Donc, il y a quand même 300 000 emplois qui sont créés, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une reconversion considérable à faire. Et ça, je sais pas comment tu reconvertis 800 000 personnes, mais... c'est juste... Ouais. C'est que 800 000 personnes. Oui, c'est que... ils ont vérifié. Non, mais est-ce qu'ils ont compté Non, mais je sais pas, ça me paraît pas... Georges. Non, mais arrêtez de me foutre de ma gueule. Finalement, ça me paraît pas si énorme. Écoute, je vais te décrire en détail, les ordres de grandeur. Voilà. Donc, le secteur de l'agriculture et de l'alimentation aura la hausse la plus nette, avec 500 000 emplois en plus sur 30 ans. Et donc, ils disent... chill the fuck down, ils disent c'est le niveau de 1990, donc ça va. Genre ils disent c'est bon. Et donc ils expliquent qu'on va revenir au local pour limiter les transports, on va enlever les engrais artificiels, et quand tu fais pas de la monoculture, fatalement il faut plus de monde. Voilà. Donc ça c'est le secteur où il va y avoir la hausse la plus nette de l'emploi.
Va également y avoir une hausse assez violente, on en a parlé, dans tout ce qui est vélo, donc au niveau entretien, réparation, fabrication. Pourquoi ça me fait Je sais pas pourquoi ça te fait rire. C'est rigolo, le vélo. Et, Tu vas te reconvertir là-dedans, Georges? Georges, c'est un sang qui va se reconvertir. Un des gros trucs majeurs, c'est l'industrie automobile, où évidemment on a le plus gros impact négatif avec une perte de 300 000 emplois. Donc on parlait de 40% des effectifs. Et donc on rappelle, bah oui, usage moins fréquent de la voiture. Et aussi intéressant, moins de pièces dans une voiture électrique. Donc c'est un peu moins compliqué. Départ de Carlos Ghosn aussi, là. Wow, wow, wow. Et c'est-à-dire, ah oui, c'est le 3e point, j'avais pas vu. Excuse-moi. Ils en parlent. Oui. Faut pas oublier Carlos, là. Carlos, oui. On va le faire revenir pour faire les voitures, les voitures légères. Tel le Messi. Et ouais, ils disent par contre production des batteries en France et adaptation du réseau routier à l'électrique. Ça pourrait potentiellement amortir ce résultat, donc ça pourrait être intéressant. Et c'est marrant parce qu'après ils disent logement, on sait pas trop, parce que vu qu'on va construire moins, mais en même temps on va rénover plus, l'un dans l'autre, ça a l'air d'être kiff-kiff. Et transport long, on va perdre dans l'aviation, mais on va gagner dans le train. Pareil, ils ont l'air de dire ça a l'air kiff-kiff. Ouais, mais c'est pas les mêmes gens, quoi. Et voilà, mais par contre, voilà, évidemment, oui, tu as tout de suite vu le problème. Évidemment, il faut dès maintenant orienter les formations, on dit le Shift Project, vers ces métiers. Donc, arrêter de former les gens au moteur thermique, les former sur les vélos. Je peux qu'on forme quelqu'un au vélo, mais c'est moins sexy. C'est un peu moins sexy, on est d'accord. C'est bizarre. Il faut utiliser le CPF. Mais oui, si tu reçois des SMS pour utiliser le CPF, vas-y sur le vélo. Faut répondre aux appels CPF. Là. Les gens ils raccrochent et tout. Je suis chaud, mais pour le vélo. Et ils disent, si tu veux pouvoir nourrir les gens, bah, il faut que l'agriculture, ça redevienne en fait glamour d'être agriculteur. Et en fait, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, quand tu fais pas des trucs, des monocultures, quand tu fais de l'agro-agriculture, en fait, je pense que ça redevient un peu, ça peut potentiellement redevenir un peu sexy, un peu intéressant. Quand tu vends tes produits plus chers, ça peut être potentiellement assez cool. Et donc, voilà, ils disent transformation pourrait être source d'opportunités si jamais elle était planifiée. Voilà. Donc, je vous ai dit, j'ai pas fait un truc de folie sur l'emploi. C'est juste, j'avais envie d'en parler. Mais, on est déçus. Mais pour ceux que ça intéresse, bah, vous lirez le livre quand il sortira, quand ils le réimprimeront dans 4 mois. En vous attendant, allez arrêter de me casser les couilles. En attendant, il n'y a pas de livre, donc non, bah, achetez-le en Kindle, du coup. Voilà. Ou lisez les rapports. Ne vous emmerdez pas, là. Lisez les rapports. Ça sera très bien. Non, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur l'emploi. Je pense que c'est cool d'avoir les ordres de grandeur de 800 000, mais après, je sais pas, ça m'avait pas emballé plus que ça quand je l'ai lu. Voilà. Donc, dernier truc, et après on remballe, c'était santé, mais on va faire assez rapidement. C'est marrant, santé, 8% des émissions et 10% de l'emploi en France, donc j'aurais pas dit. Et en fait, on en a déjà pas mal parlé de ce truc. C'est vraiment l'idée, c'est de mettre en place un système ultra préventif. Donc, c'est vraiment faire la prévention des addictions, repérer en avance les maladies chroniques. Évidemment, on va renouveler l'offre alimentaire, tout ça. Parce que quand tu fais... évidemment, c'est très logique ce que je dis, mais quand tu fais de la prévention, en fait, ça coûte juste moins cher que de réparer une fois que le mal est fait. Et a priori, ce qui est bien, c'est que pour une fois, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est sûr que si tu as moins de voitures, moins de bouffe industrielle, moins de plastique, que tu fais plus de marches, que tu fais plus de vélo, en fait, niveau santé, concrètement, ça pourra aller que mieux. Et en bonus, si tu arrêtes les élevages de masse, tu vas aussi probablement t'éviter de te taper un virus hardcore. Et au niveau santé, on sera aussi content à ce niveau-là. Et donc, eux, ils utilisent le mot éco-soin pour décrire toute cette médecine préventive. Et donc, la conclusion, c'est que dans le secteur de la santé, on veut faire du amont plutôt que du aval. Et donc, j'ai trouvé ça assez cool, assez intéressant. Ouais, j'avoue, c'est cool. On en a déjà parlé 50 000 fois, donc ça tombe sous le sens. C'est comme toi pour l'emploi, ça m'excite pas. C'est ça, mais chacun a son byte. Mais chacun a son petit chapitre qu'il aime bien. Non, mais je trouve que les chapitres qui, je sais pas, qui moi m'excitent en particulier, c'était vraiment les trucs, logement, industrie, énergie, voiture, ça
C'est les trucs qui étaient les plus rigolos. Bah, ouais. Mais ça excite pas, mais en même temps... Clem est toujours dans le clash. Mais vas-y, tout. Non, mais vas-y, dis. Mais, non, mais c'est aussi un changement... c'est pas rien, quoi, ce changement-là, parce qu'on est quand même, en France, beaucoup, j'ai l'impression, dans le truc de soigner une fois que le mal est fait. Et en fait, c'est pas du tout trivial. Je sais pas à quel point ça joue sur ce truc, mais c'est pas du tout trivial comme truc, et ça va demander beaucoup d'éducation des gens de la population et aussi des gens qui sont dans le secteur, qui bossent dans le secteur médical. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont pas formés comme ça, quoi, d'après ce que moi, on m'a dit. Non, clairement, mais c'est aussi, il faut voir que tout le contexte va changer, parce qu'en fait, tous les trucs principaux qui génèrent des maux pas possibles, normalement, dans ce contexte-là, devraient être quand même fortement atténués. Si t'as des gens qui font du sport, qui mangent des trucs... Oui, tu veux dire qu'en fait, pas hardcore, ça va couler de source, ouais, c'est ça. C'est induit, donc peut-être que ça va se faire plus naturellement, et il n'y aura pas besoin de... Enfin, en fait, j'ai limite l'impression que le truc de la santé, en fait, si tu arrives à mettre en place le reste, en fait, c'est limite gagné, quoi. Donc, après, c'est peut-être je rêve. Mais bon, voilà. Du coup, le mot de la fin de Jean-Marc Jancovici, on le rappelle, puisqu'il a fait l'intro et la conclusion. C'est trop bien, Jean-Marc, genre il fait charbonner tous les autres. Il fait charbonner tous les autres et il arrive et il conclut, tu vois. Il fait oui, il signe. C'est ça, tout à fait. Du coup, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Marc ? Il dit, voilà, 60 ans qu'on nous répète tout le temps, le climat, ça va être la merde, la surpêche, ça va être la merde, la perte de biodiversité, l'érosion des sols, ça va être la merde. Et ce qui est quand même sympa, c'est que ça fait 60 ans que ça empire. Donc, on voit que on tient pas vraiment le bon bout. Et il dit, ce qui va vraisemblablement se passer, c'est qu'on va finir par se modérer, mais parce qu'on sera forcé de le faire. Et là, du coup, ça sera vraiment déplaisant pour tout le monde, et donc ça sera pas la joie. Donc je sais pas si c'est très optimiste pour l'instant. Il dit, on a un cerveau de primate qui en veut toujours plus et qui recherche la satisfaction immédiate, et ce cerveau n'a évidemment pas évolué depuis l'époque où c'était utile d'avoir un cerveau comme ça. Donc jusque-là, on est toujours assez pessimiste. On va faire un peu d'optimisme. Du coup, il termine, il dit, avec ce plan de transformation, le Shift Project espère parler à ce cerveau primate en lui montrant quelque chose qu'il aurait envie de faire. Après tout, ça peut être séduisant, les trucs qu'on décrit. On décrit quand même un monde où il y a de la bonne bouffe. Vivre avec sa mère. Voilà, ça c'est peut-être le truc. Il n'a pas mis, voilà. Il n'a pas mis le truc. Bon, quand même, tu vois, avoir un monde avec la bonne bouffe, moins de pollution, circuler à vélo, moins de plastique dans l'eau, ça peut être cool. Et on fait des blagues sur vivre avec sa mère, mais en fait peut-être pas, parce qu'après tout, peut-être qu'un monde où en fait tu relocalises les trucs, c'est aussi plus de contact humain, machin. Il y a moyen que ça puisse être intéressant. Ça peut être vivre avec tes potes. Ça peut être aussi vivre avec tes potes, si ça peut résoudre la crise du logement. Ça peut aussi être... Moi, j'adore ma mère, donc ça me gêne pas. Voilà, mais toi, tu vis avec un pote, donc je veux bien que tu fasses des commentaires de merde, mais en attendant... voilà. Donc non, c'est en gros, Jean-Marc qui dit, voilà, ça peut être un projet cool aussi, donc faut aussi le garder en tête. C'est pas forcément que penser ça en termes de contraintes. Et le deuxième point qu'il va citer, c'est qu'il y a aussi le côté entreprendre des choses, faire des choses, avoir un but. En fait, c'est quelque chose aussi qui donne du sens à nos vies. On a déjà parlé plein de fois. Voilà, notamment avec les livres de Jordan, où on disait tu pourrais ne rien branler, mais pourtant tu fais des trucs et tu es membre d'association, tu as des projets personnels, tout ça. En fait, parce que finalement, ça te donne du sens. Et est-ce que là, ça pourrait pas être l'occasion de se dire on s'attelle à léguer un monde meilleur, peut-être pour nous quand on sera vieux, mais aussi surtout à nos enfants. Est-ce que ça peut pas être cool, quoi ? Est-ce que ça peut pas être aussi une sorte de projet et qui nous donne du sens ? Et donc voilà, deux éléments pour contrebalancer un peu le pessimisme avec lequel on avait commencé la conclusion. Voilà, donc le PTEF du Shift Project. Est-ce que vous avez aimé ce PTEF raconté par mes soins? Moi, franchement, j'ai vraiment kiffé. Le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est que c'était pas chiffré, quoi. J'étais sûre qu'il allait. Franchement, j'ai voulu le faire. Je me suis dit que je le fasse. Moi, je m'y attendais pas, donc j'ai trouvé ça drôle. Il l'a fait avant, je trouvais ça. C'est tout. Vas-y, Game Breaker. On finit là-dessus.
Allez. Merci.